je me souviens m'être pris à rêver. Un jour, j'étais en train de boire des bières, on va pas se mentir. J'étais en train de boire des bières, assis, fumer des clopes, tu vois, dans un bar. Et puis je me suis mis à rêver. Je me suis dit, putain, mais imagine, allez, tu te prends en main, t'arrêtes toutes ces conneries, tu quittes ta vie qui te saoule. Et là, je me suis dit, imagine à 40 ans, t'es trailer. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sous format interview avec un invité particulier. On va parler plutôt entrepreneuriat majoritairement, mais aussi de trail puisqu'il est trailer lui-même. Et donc je suis très heureux de m'être entretenu avec mon invité. Juste avant de le présenter, je souhaitais saluer le nouveau Patreon qui nous a rejoint en la personne de Thomas Coronne. Merci Thomas de nous rejoindre dans cette magnifique communauté de trailers passionnés, et pas que d'ailleurs, et qui tu permets par ton arrivée dans la communauté de soutenir le LTP et de rétribuer un petit peu tout le travail qui est fait au jour le jour. Allez, je vais passer maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un Savoyard de 41 ans. Il est entrepreneur, trailer, il est le fondateur de la marque bière de récup Renard. Et vous allez l'entendre dans cet épisode un peu spécial, nous allons parler de pas mal de choses d'entrepreneuriat, nous allons aussi réfléchir sur la manière dont on doit être heureux, et nous allons aller en profondeur sur pas mal de sujets, l'évolution au fil des âges, etc. Un épisode hyper intéressant, un parcours particulier qui ressemble par plusieurs aspects au mien, donc j'espère que cet épisode vous plaira. Et je tiens à préciser également que cette invitation est dans le cadre d'une relation amicale et n'est pas en contrepartie d'un partenariat rémunéré. Donc je vous laisse profiter de ma conversation avec Julien Rochat. Salut Julien, je suis très content de te recevoir pour une fois, enfin depuis un moment qu'on en parle dans le podcast. Comment vas-tu ? Salut Nico, ça va très bien, merci. Et je suis moi aussi ravi de répondre à tes questions, de pouvoir discuter avec toi pour ce podcast. Effectivement, parce qu'on échange depuis longtemps déjà, hein, ça va faire au moins 2-3 ans qu'on se connaît. On avait échangé sur plusieurs sujets. On avait échangé au sujet de Renard, ta marque, dont on parlera plus en détail à la fin de l'épisode. Et puis aussi, on se côtoie un petit peu. On s'est croisés, mais on s'est juste vu aperçu au Templier, parce que toi aussi, tu as fait le Templier cette année. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. T'allais trop vite, moi j'étais pas. Bah non, on est arrivé. Je t'ai vu de loin. On est arrivé à peu près au même moment. Je sais pas si t'as vu, on est arrivé un quart d'heure après moi, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, c'est cool, je suis très content de t'avoir. Ça fait un moment qu'on disait que je t'avais proposé en toute amitié de venir avec nous sur le LTP. Je précise. De mémoire, c'était croisé à l'UTMB 2021, je dirais. Moi, exact. Tout à fait. Et je précise avant toute chose que cet épisode n'est pas sponsorisé, et en toute amitié avec Julien. Donc, merci de nous rejoindre, Julien. Et je te propose en quelques mots, pour ceux qui te connaissent pas, de te présenter. Alors, je m'appelle Julien Rochat. Je suis savoyard. Chambérien plus précisément, depuis pas mal d'années. Savoyard depuis toujours. J'ai grandi en Savoie, dans une petite bourgade plutôt rurale, au milieu sous une montagne que peut-être certains connaissent, qui est magnifique, qui s'appelle l'Arcluse. Enfin, ça s'écrit l'Arclusaz pour les Parisiens, l'Arclusa pour les gens normaux, ça commence. Et l'Arcluse pour les Savoyards. Tu y vas fort. Salut à nos amis parisiens, salut. Oui, je plaisante, j'adore Paris, j'adore les Parisiens. Enfin, surtout Paris. J'ai grandi en Comte de Savoie, dans un coin super, qui est dans un coin assez calme, assez reculé, propice à une enfance magnifique, je dirais. Je sais pas pourquoi, je pense que tu vois, il y a l'hiver qui arrive, et une petite anecdote de l'enfance. Nous, ça va faire un peu ancien combattant, hein, parce qu'on peut te dire ça en 2022, mais nous, je dis nous, parce que voilà, j'ai grandi avec des copains que j'ai toujours aujourd'hui. On n'était pas en altitude, hein, on était en vallée à peu près 300 mètres, mais on a appris à skier derrière l'école, quoi. C'est-à-dire qu'on allait à pied dans un pré qui était un petit peu pentu derrière l'école, et on a appris à skier. Donc, dans les années 80, il y avait la neige en bas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les enfants de ce village-là n'apprennent plus à skier là, par rapport à l'absence de neige, ils prennent le bus et ils vont à la fécla, ou non, ils sont obligés de grimper un peu. Ou alors exceptionnellement, mais ils y vont pas toutes les semaines comme nous on pouvait le faire.
Voilà, c'était la petite séquence nostalgie de début de podcast. Promis, j'en ferai plus. Non, mais justement, on va continuer sur cette séquence nostalgie, parce que tu sais que j'aime bien commencer par le début de l'histoire de mes invités. Raconte-nous donc, précise-nous un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi. Donc là, tu as précisé la géographie, mais puis là, plutôt l'environnement familial, sportif. Quelle place avait le sport dans ta vie? Alors, familial, bon voilà, mes parents, ils étaient enseignants tous les deux. J'ai une grande sœur. Bon, on a quelques années d'écart, donc c'est vrai qu'on n'était pas forcément super proches quand on était gamin. Le sport, c'était le foot. Moi, j'ai joué au foot pendant quelques années. Tiens donc. Ouais. C'est rare ça, non? C'est super Je pense rare. que ça doit faire 60% ou 70% de mes invités garçons, entre guillemets, malheureusement, alors, qui ont commencé par le foot. Mais moi, pour te dire t'expliquer la vérité, à la base, je voulais faire du rugby, moi. Ouais. Ceux qui me connaissent, ils doivent se dire, mais il est fou, parce que j'ai pas forcément le physique pour faire du rugby, mais je voulais faire du rugby, mais le club de rugby le plus proche était en gros à une dizaine de kilomètres. Et du coup, mon père m'a dit, bah non, il y a un club de foot à côté, tu iras faire du foot, quoi. Moi, je t'emmène pas. Un peu un choix par défaut pour toi. C'est clairement un choix par défaut. Après, ça m'a plu, hein. J'ai bien aimé ça. J'adorais, je jouais principalement défenseur, et mon plus grand bonheur, c'était de tacler, j'adorais ça. J'adorais faire un petit peu manger la boue à mes adversaires. Toi, tu étais dans la période où tous les stades étaient aussi instabilisés avec les petits graviers. Il y en a eu. J'ai un genou qui s'en souvient encore. Ouais, voilà. Donc tu étais spécialiste comme moi de la fameuse pizza 4 fromages en fin de match sur le genou ou sur le. C'est exactement ça. Je te dis, j'ai un genou qui est encore marqué. Ouais. Je me souviens d'avoir héroïquement sauvé mon équipe de la relégation en mettant un tacle. Ouais. Et je m'étais retrouvé chez le médecin, et le médecin, il m'enlevait les petits morceaux de stabilisé, les petits graviers, il me les enlevait à la pince à épiler du genou. Là, c'était un grand moment. Magnifique. C'était un grand moment. Et puis une cheville cassée aussi sur un stabilisé. Ah oui. D'accord. Ouais. D'accord. Un gars, ouais. Cassé complètement. Pareil, je me souviens encore de sa tête à ce mec. Au lieu de shooter dans le ballon, il m'a shooté dans la cheville. D'accord. Voilà. Bon, et quelle approche tu avais? Une enfance très difficile, quoi, tu vois. Ouais, on a un peu la même, hein, défenseurs tous les deux, pizza 4 fromages, un match sur deux, on a un peu la même histoire. C'était quoi l'approche de la compète, du sport? T'avais envie de gagner, ou tu y allais juste pour les copains? Moi, franchement, j'étais assez combatif sur le terrain. En tout cas, j'étais un chien, quoi. J'étais vraiment un chien. Ouais. Donc le poste de défenseur m'allait bien. Je lâchais rien, je détestais me faire dépasser par un attaquant, et du coup, je faisais pas beaucoup de fautes, mais voilà, ouais, j'aimais beaucoup récupérer le ballon. En fait, je supportais pas d'être battu, donc ouais, j'avais un peu la hargne. J'étais pas très grand, j'ai jamais été bien grand, moi, tu vois, et je compensais un peu on va dire, le déficit un peu physique et athlétique par la niaque. Je me souviens, mes entraîneurs disaient que j'avais la niaque. Le mental. Ouais. Ah, on a beaucoup de points communs sur ces sujets-là. Ouais. Moi, c'était pareil. C'est pour ça qu'on se retrouve sur de l'endurance longue aujourd'hui. Exactement. Ben justement, toi, la question que je pose à chaque footballeur, est-ce que tu aimais les footings de pré-saison, de préparation? Eh ben non, franchement, j'aimais pas. Non, j'étais pas trop mauvais, mais non, j'aimais pas. Honnêtement, c'était pas mon truc. Je préférais le côté ludique du. Pourquoi on course un ballon? Ça sert à quoi? Non, mais c'est vrai, je préférais le vélo à la rigueur, à ce moment-là. Tu faisais du vélo? Oui. On faisait un peu de c'était les bicross à l'époque. Après, il y a eu les VTT. Enfin voilà, à la campagne, c'est sûr qu'on se régalait en vélo. J'ai jamais eu de vélo de course, hein, mais ouais, dans les chemins de terre, c'était bien marrant. On avait des petits terrains de cross aussi dans les bois. En dessous, c'était cool. Ouais. C'était cool. La suite du programme là, football jusqu'à quel âge? J'arrête à 15 ans. Ouais. En gros, Pourquoi? Grosse rébellion adolescente. Je plaque tout. Je plaque. En gros, à 15 ans, j'arrête le foot, j'arrête la musique. J'arrête les cours de musique, je veux dire. Je me mets à fumer. Ouais. Je me mets à boire. Ouais. Voilà, gros, sur 14-15 ans, ouais, je pars un peu en sucette. Je fais plus trop de sport. En gros, mon sport
si mon sport de 15 à 25 ans, c'est le pogo, quoi. Je sais pas si ça t'évoque quelque chose. Pogo, c'est quand vous vous jetez dessus pour faire des moulons, quoi. C'est comment le définir? Vas-y, définis-le. C'est une espèce de bourrine des concerts de métal, de hard rock, de punk. Voilà, on saute dessus, on finit avec le dos. Le lendemain, on a le dos tout bleu. C'est une espèce de, c'est complètement masochiste. Comme l'endurance longue, pardon, mais on en parlera juste après. C'est une autre forme de masochisme. Donc voilà, mon sport, non, en gros, j'abandonne le sport hein, pendant un moment. Hein. En gros, de 15 à 35 ans, je suis quasiment plus sport. Ponctuellement, un petit peu comme ça, j'ai fait un peu de boxe taille à un moment, vers la vingtaine, pour me défouler. Non, mais sinon, non, j'en faisais plus. T'as réussi à analyser pour quelle raison t'as eu cette grosse crise d'adolescence là qui a duré un petit peu. Après, je n'aurais peut-être pas fait ma psychologie non plus. Voilà, je vais pas faire une psychothérapie de groupe devant tous tes auditeurs. Non, différentes raisons. Je pense que besoin de s'affirmer. Je pense que j'ai un papa qui est assez dominant. Or, je le suis aussi. Donc, forcément, ça a clashé. Il y a une bascule un peu. Et du coup, je m'émancipe d'une manière comme une autre. Et moi, après, c'est les circonstances aussi, les gens qu'on croise. Enfin, tu sais, je sais pas, je pense pas qu'il y ait de hasard dans la vie. Mais enfin, voilà, à des moments, tu prends des chemins, tu prends un chemin ou tu en prends d'autres. Peut-être que peut-être par exemple, si j'avais été meilleur en foot, j'aurais été, tu vois, je sais pas si j'avais été sélectionné en équipe de Savoie ou quoi, peut-être que j'aurais continué, j'aurais pas arrêté et que je serais devenu un vrai sportif. Je ne sais pas. Quel chemin tu décides, on comprend que c'est un peu chaotique à cette période-là, mais tu arrives à te voir, à t'imaginer plus tard ta vie à cette période-là, là, entre 15 et 20 ans, par exemple, tu t'imagines ou tu es vraiment au jour le jour? Ouais, non, c'est vraiment au jour le jour, ouais, franchement, c'est au jour le jour. Hein, des fois, je vois des jeunes qui ont la vingtaine, j'hallucine sur leur maturité, quoi. Pas tous, hein, mais surtout les filles, ça m'impressionne. Moi, à 20 ans, j'étais complètement perdu. J'avais aucun plan de carrière. Enfin, je savais pas du tout où j'allais, quoi. Et c'est quoi la suite par exemple, au niveau scolaire, comment ça se passe? Au niveau scolaire, je me suis toujours débrouillé. Hein. Ouais. J'ai toujours tiré mon épingle du jeu. J'avais quand même plutôt des facilités à l'école. Ça allait bien à l'école. Honnêtement, j'ai jamais eu de soucis, même dans l'attitude et tout. Hein. J'étais un peu rebelle en dehors, mais en cours et tout, j'ai jamais trop foutu le bazar. Non, j'ai plutôt une scolarité nickel. Le bac. Après, je fais un peu d'études. Je pars faire des études. Je quitte ma Savoie, pas très loin. Je vais à Grenoble quelques années. Là, c'est grand n'importe quoi. Tu veux faire quoi quand tu quittes, quand tu vas sur Grenoble? Je vais faire des études je vais en fac d'anglais. En gros, pour me la couler douce un petit peu, puisque j'avais des facilités en anglais, parce que franchement, je me pose même pas la question en fait. Je suis issu d'une espèce de dynastie d'enseignants. Et du coup, j'y suis allé naturellement vers l'enseignement, tu vois. T'as le syndrome du fils de médecin, quoi. Peut-être, ouais. Avec moins de sous, parce que c'est l'enseignement. Non, mais dans la logique de dire. Il y a beaucoup plus de vacances. Ouais, c'est clair. Dans la logique de dire, souvent les médecins sont fils de médecins et inverse. Ouais, c'est vrai. C'est un peu des. Toi, c'était un peu le cas, quoi. C'était un peu le cas, ouais. C'était un peu le cas. Après, c'est vrai que je me voyais bien avec 4 mois de vacances par an à l'époque. Donc voilà, je file en fac et surtout là, c'était. En gros, je quitte le cocon familial et là, ça devient vraiment l'anarchie au sens propre du terme. Donc là, je me lâche, quoi. Plus de limite. Non, plus trop. Non, plus trop. Ça dure de quel âge à quel âge? Ouais, ça dure, je sais pas, 3, 4, 5 ans. Ouais, il y a bien 5 ans, un peu de grand n'importe quoi. Ouais. Mais j'ai aucun regret. Hein. Je me suis bien amusé, j'ai fait plein de trucs. T'as bien profité? Ouais, j'ai bien profité. Ouais. Bien profité, ouais, c'est clair. Notamment au niveau musique, c'était cool. Ouais. Alors raconte-nous un petit peu au niveau musique. Quelle place sur la musique dans ta vie? À l'époque, je suis vraiment à fond un peu dans tout ce qui est notamment un peu punk, tu vois. Punk, hardcore, metal, tout ça, tout ce qui brasse vraiment, tout ce qui braille, tu vois.
Je vois, je vois. J'aime toujours, hein, j'aime toujours. Ouais, Après, voilà, je suis moins passionné qu'avant. Mais oui, oui, j'en ai même fait un petit peu, tu vois. Dans des petits groupes comme ça. Moi, ouais, j'étais au micro, d'ailleurs. J'adorais brailler. Je me défoulais comme ça, en fait. ouais. Ouais, c'était mon sport de l'époque, quoi. Et au Mais niveau, voilà, c'est un sport où tu. Voilà, il y a beaucoup d'à côté, à quoi. côté. Ouais, Ouais. bah, tu vois, on l'a dit en On même l'a dit en temps. même Il y a temps. beaucoup Ouais, d'à les grands côté. esprits se rencontrent. Mais il n'y a pas forcément les bons à côté, quoi. Non, mais on n'en dira pas plus. Du coup, au niveau professionnel, t'es dans le flou total ou t'as une idée, Bah, non, bah, je poursuis mon cursus, hein, mine de rien. Ouais, Honnêtement, sans trop d'efforts, j'avance dans les études. Moi, je perds un an ou deux, tu vois, parce qu'il fallait. J'avais encore pas perdu d'année. Donc, allez, 18 ans, 18, 19, ouais. La première année de fac, j'ai même pas passé j'avoue, j'ai même pas passé mes examens. Fortement, je les ai pas eus. Après, voilà, je me suis quand même repris un peu et j'ai fait le cursus à l'époque, c'était quoi, jusqu'à la licence. J'ai commencé à ce qui s'appelait à l'époque, en tout cas, l'IUFM, donc Institut universitaire de formation des maîtres, je crois que c'est ça. En gros, l'école pour devenir prof. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça, quoi. Je me rends compte seulement maintenant, c'est comme ça. Je me rends compte lors du premier stage, en fait. Je me dis, mais non, en fait, j'ai pas envie de bosser avec des ados, et des gamins. Enfin, puis, en fait, je me rends compte que la perspective de faire le même job toute ma vie m'effraie totalement, quoi. La famille m'avait toujours poussé comme ils étaient tous fonctionnaires, eh plus oui. ou moins. La Il sécurité y de avait l'emploi. vraiment ça. Exactement, la sécurité, il y avait ce mot-là, quoi, hein, la sécurité. Et en fait, moi, je me rends compte que la sécurité, ça me fait peur. Mhm. Bah voilà, du coup, je m'arrête en cours d'année, je me mets à faire 2, 3 petits boulots, histoire de passer le temps et puis de réfléchir à ce que je vais faire l'année suivante, parce que bon, quand même, j'ai envie de finir un parcours d'études quand même qui me mène à quelque chose, quoi. T'étais à quel niveau d'études à ce moment-là? J'étais post-licence, quoi. J'avais eu Ouais, la licence. d'accord. Ouais. Voilà, mais c'est une licence qui sert pas à grand chose, quoi. Une licence Mhm. d'anglais, ça sert pas à grand chose, quoi. Hormis faire de l'enseignement ou de la traduction, des trucs comme ça. Bon, je me voyais pas non plus dans un bureau en train de traduire des textes. Mhm. Bon, voilà. Du coup, je me pose un peu, je réfléchis, puis je me réoriente vers une école de communication. Voilà. Mhm. Communication, marketing, tout ça, histoire de trouver, en gros, quelque chose qui soit assez généraliste quand même, qui puisse qui m'ouvre différents métiers. Un truc qui puisse te permettre d'avoir plus de choix derrière. Ouais, c'est La ça. communication, le marketing, pourquoi, tu sais, Non, bah, enfin, ça hormis, pouvait j'étais un petit peu attiré aussi par le journalisme. ouais. Voilà. Donc cette école-là permettait soit de devenir journaliste, soit de basculer plutôt de l'autre côté plutôt pub marketing. Mhm. Donc comme ça me laissait un peu le choix, quoi. Donc l'idée c'était plutôt d'aller vers le journalisme et puis après au final voilà, les chemins ont fait que finalement je suis plutôt parti de l'autre côté, quoi. Alors, l'autre Et je côté, regrette c'est-à-dire? pas. Plutôt côté pub, côté business que côté journalisme. D'accord. Et donc, Voilà. ensuite, Je regrette pas. Je regrette pas aujourd'hui parce que les journalistes Mhm. m'agacent fortement. D'accord. Pas tous, mais non, mais voilà, enfin, les médias dans leur ensemble, Mhm. je les trouve fatigants, quoi. Franchement, je les trouve vraiment fatigants. D'accord. Ouais. Ouais, t'es pas aligné avec ce que tu imaginais ou voilà, Non, franchement, il y en a qui bossent, hein, il y en a qui, voilà, je devrais pas dire ça parce que des fois, je vais plus recevoir de demandes d'interview. En plus, des fois, on a des articles sympas dans la presse, donc voilà, c'est Mhm. pas l'idée, c'est pas de dénigrer une profession, mais c'est vrai que les médias dominants mainstream, Mhm. moi, j'ai envie d'être mal poli, je viens de dire qu'ils me cassent les couilles, vraiment, quoi. Mhm. Voilà. D'accord. Il y a jamais rien de positif, il y a jamais rien de, je sais pas. Je suis très, je suis Comme assez disait d'accord. l'autre, hein, non mais, comme disait l'autre fois Ludo Collet dans ton podcast, il disait, mais voilà, par exemple, ils vont jamais te parler des bénévoles qui se lèvent à 4 heures du mat le dimanche pour aller, voilà, pour aller donner de leur temps, de leur énergie sur une course. Ça, personne n'en parle jamais, quoi. Voilà, Mhm. ils font que te casser le moral avec des mauvaises nouvelles. Avec des bonnes nouvelles, il y en a plein, il y en a partout, quoi. Voilà. Donc moi, Je, j'aurais aimé, si j'avais voulu être journaliste, ça aurait été pour mettre des belles choses en avant aussi. Enfin, mhm. tu vois, voilà. Je suis assez d'accord. Moi, je pense aussi qu'il y a une raison à ça, c'est que ce qui fait vendre, c'est ce qui va mal. Non, mais c'est clair. Donc, C'est sûr, et puis c'est la course, tu vois, mhm. c'est la course à celui qui va annoncer la plus mauvaise nouvelle, le Mhm. scoop, alors qu'en fait, ils sont tous en train de répéter les mêmes, Mhm.
les mêmes nouvelles qu'ils ont lues de l'AFP. Enfin bref. C'est clair. Donc tu décides de prendre le chemin plutôt business. Après, c'est un peu les hasards, si tu veux. C'est un peu Ouais. les hasards des stages qu'on te propose quand tu es en études. Et voilà, tu tombes sur un stage, voilà, tu prends. Et puis après, quand tu enchaînes un stage, c'est plus facile de trouver un autre stage dans le même secteur d'activité. Et puis ensuite, tu trouves un boulot dans ce secteur d'activité là où tu as un peu d'expérience. Et voilà, et tu enchaînes comme ça. Et si tu te fais un peu happer, plus ou moins malgré toi, quoi. Enfin, tu vois, je pense qu'une grande partie des gens sont comme ça. Hein. Bien sûr. Ils se retrouvent dans des emplois un peu au hasard, quoi. Voilà. Et toi, c'était quoi le domaine dans lequel tu évoluais là? Voilà, j'ai commencé moi en gros en agence de communication. Ouais. Voilà, j'ai commencé ça, un début de carrière. Après, je suis parti un petit peu dans la presse, mais côté business, côté pub. Ouais. Juste pour gagner un peu mieux ma vie, quoi. Donc, c'est là que j'ai appris à faire un peu du commercial. Et commercial, alors j'aime pas le côté vendre des saletés, tu vois, c'est pas mon truc parce que je suis quelqu'un de plutôt franco et j'aime pas raconter des salades. Par contre, j'adore le contact, j'adore rencontrer des gens, j'adore bouger, enfin j'aime bien le terrain, moi. Ouais. Donc c'est une facette qui m'intéressait plus que de rédiger du texte. Ouais, ça correspondait. Cet aspect-là du boulot correspondait plus à ce que tu es réellement, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de bouger, de rencontrer des gens et c'est échanger. Échanger, ouais. Ouais, c'est ça. Puisque c'est un podcast de trail quand même malgré tout, et que le trail est un sport a priori. Enfin, selon certaines personnes non, mais a priori oui. Ça non, mais on dit souvent qu'on est des randonneurs, tu sais. Donc, est-ce que la randonnée est un sport? C'est toujours pareil. Moi, j'assume. Hein, franchement, la randonnée, je trouve que c'est un sport magnifique. C'est clair. Moi aussi. Voici ma réponse. Tout à fait d'accord. Le sport dans tout ça, dans cette période-là, 20-30 ans, là, plus rien du tout. Franchement, il y en a quasiment. Non. Même pas un petit footing du 3 janvier pour dire allez. Mais franchement, même pas. Non, je fume beaucoup. Beaucoup. Plus j'avance dans l'âge, plus je fume, quoi. C'est terrible. Ouais, non. Rien du tout. Non, rien. De temps en temps, une petite rando, effectivement, un peu de ski. Ouais. Encore du ski alpin, hein, donc du ski peinard, quoi. Snowboard, pardon. J'ai adoré le snowboard entre 18 et 30, on va dire. J'ai fait beaucoup de snowboard. Ça, c'était cool. Ça, c'était mon sport. Ouais. Encore un point commun. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est génial comme sport. Mais c'est vrai que pour remonter, c'est plus facile que le ski de rando, quoi, par exemple. Un petit peu, ouais. C'est plus peinard, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai bien aimé, moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait un petit peu à tout petit niveau, mais un petit peu de compète de border cross. Ouais. Ça aussi, j'adorais. Ça, c'était, pareil, c'est un peu bagarre. Tu étais à 4 ou 8 au départ. Ouais. T'as pas le droit de te pousser, mais t'as le droit de mettre quand même un peu des petits coups d'épaule. Ouais, ça, c'était assez grosse adrénaline. Ouais. Ça, c'était bien. Tu remontes en télésiège ou en. Tu remontes en télésiège. C'est top. Ouais, c'est Non, franchement, ça la fout mal pour. Ah non, mais pas du tout, mais au contraire. T'es pas le seul, à mon avis, dans ce cas-là. Hein. C'est des gens qui ont eu des grosses périodes d'inactivité sportive. Ça doit. Enfin, c'est courant. Ouais, 20 ans, grosso modo. Après 20 ans, ça correspond, c'est ça. En gros, 15-35. C'est à peu près la période où j'ai fumé aussi, une vingtaine d'années. Voilà. Et alors, la lumière? La lumière. La lumière, c'est oui. Après, c'est. Si, la lumière. Oui, la lumière. Oui, si, je change de vie vers milieu de la trentaine, vers 30, 35, 36. Je rencontre ma compagne et voilà, et je me dis que c'est le moment de se calmer un peu. J'arrête de fumer. Ouais. Je sais toujours pas comment j'ai fait pour arrêter de fumer, franchement. Tu disais tout à l'heure, tu avais un gros mental, notamment au foot, tu étais considéré comme un peu le fou furieux là. Non, j'irai pas jusqu'à ce point-là, mais oui, t'avais du caractère, quoi. Oui, je m'en foutais d'avoir un mec de 90 kilos en face de moi. Il me faisait pas peur, je m'en foutais, quoi. Gros mental. Même, c'était un bon challenge, tu vois. Donc oui, quand je décide d'arrêter, j'avais plusieurs fois, j'avais essayé d'arrêter de fumer, tu sais, mais genre avec des patchs, avec des trucs comme ça, de l'hypnose et tout, et ça n'avait jamais tenu, ça avait tenu quelques jours, et puis je reprenais tout le temps. Et là, j'ai décidé d'arrêter. En fait, j'ai vraiment décidé d'arrêter, sans aucune aide extérieure, et j'ai arrêté, quoi. Voilà, j'ai juste décidé d'arrêter, c'est tout, et puis j'ai arrêté.
Mais c'était quand même pas facile. Hein. Je me souviens que tu vois, c'est quand même une période. Enfin, ça m'a marqué parce que j'ai quasiment pas dormi pendant 15 jours. Quoi. C'est un truc du mal, la nicotine, c'est un truc de fou. C'est vraiment une drogue incroyable. Quoi. Voilà, mais j'ai tenu et c'est là que je me suis mis à refaire du sport en fait. Donc j'ai commencé, alors il faut savoir que je partais de rien, j'avais pas de muscles, je rien. Donc j'ai commencé à faire un peu de la rando. Voilà, la petite rando, bâton, ça m'a vite plu. Ouais. Et puis au bout de quelques semaines ou mois, j'ai commencé à courir en descente, tu vois. Puis Comme sur ça, le plat. de toi-même ou parce que tu avais vu quelqu'un le faire Ouais, C'était en quelle année ça? Ça, c'est 2014, 2015, Ouais. 2015 par là, ouais. Ouais, j'ai à 2015. J'habitais vraiment sur les hauteurs de Chambéry. Enfin, j'étais vraiment adossé à la forêt, à la montagne. Et donc, j'ai commencé à aller le matin comme ça, me défouler, quoi. Tu vois, donc on va dire en marche bâton. Puis après, effectivement, tu te fais vite chier à la descente hein, si tu marches. Donc là, je me suis mis à courir. Et puis voilà, puis j'ai vu que je pouvais y prendre du plaisir et que j'avais l'impression, si tu veux, de retrouver mon souffle rapidement. Enfin, moi, je pensais que tu avais fumé comme un pompier pendant 20 ans, t'étais voué à être un peu, à souffler comme un bœuf pendant longtemps, mais en fait, en tout cas pour ma part, c'est revenu vraiment super vite et ça ça, revient c'est vite. hyper motivant. Ouais. J'ai jamais fait de radio des poumons, mais je pense c'est revenu vite parce que tout de suite, parce que je toussais énormément sur la fin et tout de suite, j'ai arrêté de tousser et puis je sentais que ça progressait rapidement. Donc, je me suis mis à courir un petit peu, tu vois, en descente, après sur le plat, puis après, j'ai commencé à laisser un peu les bâtons de côté et à essayer de courir un peu à la montée. J'ai pris goût et je voyais à chaque sortie, tu vas un peu plus loin en courant et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur et j'ai vite pris goût. Ouais. Il y avait dans ta tête, il y avait une notion de trail ou absolument pas, c'était pas du tout dans ton état d'esprit? Si, quand même. Si, des fois je raconte ça, mais je me souviens que peut-être vers mes 33 ans, quoi. C'était une période où j'étais pas en super forme et tout. Et je me souviens m'être pris à rêver. Un jour, j'étais en train de boire des bières, on va se mentir. J'étais en train de boire des bières, assis, fumer des clopes, tu vois, dans un bar. Et puis je me suis mis à rêver. Je me suis dit, putain, mais imagine, allez, tu te prends en main, t'arrêtes toutes ces conneries, tu quittes ta vie qui te saoule. Et là, je me suis dit, imagine à 40 ans, t'es trailer. Et je me suis mis à rêver de ça. Ah ouais. Et puis finalement, c'est allé plus vite que je pensais, quoi. D'accord. Ouais. Et donc oui, j'avais déjà ça dans un coin de ma tête, clairement. Même si ça me paraissait tellement, ça me paraissait fou. Mais j'admirais, en fait. J'ai toujours lu l'équipe, tu vois. Autant je faisais plus de sport, autant je disais quand même l'équipe et je regardais, tu vois. Je regardais Adrénaline et tout. Enfin, je lisais les articles. Moi, ça m'impressionnait. Enfin, je dirais, on est dans une région où trail c'est important et ça commençait à bien se développer. Donc voilà, je lisais des articles et ça m'impressionnait. Et je rêvais de ça. Je rêvais de cet aspect. De liberté en fait. Enfin, quand je voyais des images de mecs qui couraient sur des crêtes, je trouvais ça magnifique, quoi. Je me disais, waouh, ouais, ça fait rêver, quoi. Et puis en plus, moi qui aime bien un peu la défonce, putain, ouais. Ça c'est de la défonce. Je disais, ça c'est de la bonne défonce, quoi. Tu vois. Imagine à 40 ans tes trailers, c'est beau quoi, ce que tu viens de dire. Ouais, mais T'avais quel âge quand tu te dis ça? Tu te rappelles? Je pense que j'ai 33, 34, un truc comme ça. Et donc assez rapidement, tu switches, ouais. C'est là que peut-être c'est cette réflexion, même probablement c'est cette réflexion qui a fait que en quelques mois, j'ai fini par plaquer tout ce qui allait pas, me reprendre en main en fait, tous les sens du terme, vie personnelle, vie, que ce soit physiquement, affectivement, professionnellement, tout quoi. Donc voilà, ça a dû faire son chemin et puis voilà, puis je commence, je crois vers 2015 à randonner un peu. Et je m'inscris, 2016, je m'inscris à ma première course. Voilà. Laquelle? Vas-y. Ça s'appelle la Sépienne. Ouais. La Sépienne. C'est une course qui commence à être connue parce que notre ami Hugo Ferrari l'a gagné l'an dernier. Tu vois, je suis content parce que il est venu nous rejoindre. C'est notre petite course de village, là où on a grandi en fait. Donc c'est une course qui m'est chère, que je peux pas rater. Voilà, faut que je la fasse tous les ans. C'est une course très festive en plus. Hein, voilà,
on court et puis après. Tu t'étais inscrit sur quel format? Je m'étais inscrit sur la grande. Ouais. C'est la grande, attends, je m'entends, hein, la grande, elle fait 23 ou 25, quoi. Ouais. Ouais. Ah, mais par contre, il y a pas mal de D+, il y a 1007 ou 1008 de D+. Ah oui. Donc, tu vois, il y a un beau ratio. Donc, je m'étais inscrit là-dessus, et genre 6 mois avant, enfin, tu vois, en début d'année pour mi-octobre. Voilà. Je me souviens, j'étais tout content de m'être inscrit, et peut-être que je raconte une connerie, je suis pas sûr que je suis pas sûr que les inscriptions soient ouvertes aussitôt. Mais en tout cas, j'ai pris la décision très rapidement dans l'année de ça n'a pas été un coup de tête, tu l'as non. réfléchi, quoi. Non, j'ai dit, voilà, je m'inscris, puis je m'inscris pas à la 10, je m'inscris à la 25, quoi. J'y vais, quoi. Je fais ça vraiment, quoi. Je me souviens d'avoir une discussion avec un ami, il me dit, ouais, je me suis inscrit, ou je vais m'inscrire à Sépienne et tout, ouais, c'est cool. Mais jamais il aurait pensé que j'allais faire la 25. Pourtant, si, j'ai fait la 25. Donc voilà, je l'ai fait, puis ça se passe pas trop mal, ouais. Ça se passe pas trop mal. Et puis après, tu connais l'histoire. Hein. Après tu prends goût, et puis voilà. J'aimerais bien revenir sur ce que tu disais. Ça m'a interpellé quand tu dis imagine ou tu rêves à 40 ans, je serai trailer. En fait, tu percevais le trailer ou le trail de manière générale un peu comme un changement de vie fondamental, en fait. T'es passé du bringer à trailer, en fait. Alors, c'était un peu ça l'idée. Pour moi, ouais, alors, si tu veux, pour moi, les deux sont pas incompatibles. Hein. Mais par contre, oui, passer du fumeur au trailer, là, oui, c'est incompatible pour moi. Tu vois, c'est différent. Je pense qu'on peut quand même... plein de trailers qui font la Java de temps en temps. Après, c'est sûr que c'est pas... Voilà, t'es pas H24 au bistrot. Mais oui, c'est effectivement, c'est forcément d'avoir une vie quand même beaucoup plus saine. Et oui, moi, le trailer, je l'imagine plutôt affûté... à se lever le matin pour aller courir, quoi. Voilà, oui, forcément, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui a plutôt une jolie silhouette. Donc oui, ça fait rêver le mec qui a vachi sur sa chaise à fumer des clopes, quoi. Enfin, je pense. En tout cas, moi, ça me faisait cet effet-là, puis ça me le fait toujours, quoi. T'avais une représentation du trailer, une meilleure version de toi-même. Ça a engendré quoi derrière le fait de se mettre au trail, etc., dans ta vie de tous les jours, dans ton état d'esprit? Tu peux nous décrire un peu ça? C'est une excellente question. Je me suis jamais trop posé la question, Nico. Maintenant que j'y pense, probablement que ça m'a aidé à franchir d'autres étapes dans ma vie, notamment professionnelle, à prendre confiance en moi, je pense. Voir que tu progresses, que tu peux toujours repousser tes limites. Que tu es capable. Que tu es capable, exactement. C'est bien résumé. Que tu es capable et que ça vient de toi, en fait. Ça vient juste de toi, non seulement de ton corps, mais de ton mental, en fait. Parce que c'est quand même énormément le mental. Enfin, moi, je trouve. Après, il n'y a pas que le mental, évidemment. Il y a les cuisses qui poussent, il y a le cardio, certes. Mais... Si tu décides, en fait. C'est ça. Si tu décides, tu le fais. Même si tu finis dans les derniers, on s'en fout. Moi, le classement, ça m'intéresse pas vraiment. Enfin, tu vois, je finis pas dans les derniers, je te rassure. C'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, pour moi, il y a un gars en Savoie, je vais pas le citer, mais c'est un gars qui, franchement, il doit peser 100 kilos. Il est sur tous les week-ends, il fait des courses. Tous les week-ends, il fait des courses. Il est quasiment toujours dernier. Mais ce mec, il a un mental de dingue. Il se bouge tous les week-ends pour faire des courses. Donc, c'est admirable. C'est carrément admirable, ouais. Quand tu parles comme ça, j'ai vraiment la sensation qu'on a vraiment mais énormément de points communs, Julien, vraiment, alors que ce soit dans nos sports de prédilection, dans nos sports plus jeunes, dans nos périodes de bring, parce que moi aussi, alors peut-être un peu moins longtemps que toi, mais ça a duré quand même un certain temps. J'étais fumeur aussi, j'ai eu moi aussi ma période où j'ai décidé d'arrêter tout seul, alors que ma femme fumait. Voilà, donc on a beaucoup de points communs, et ce qui est intéressant de dire, c'est ce que tu viens de dire à l'instant, c'est quand, en fait, le trail, moi, ça m'a fait prendre conscience, et j'en avais parlé dans certains épisodes où je parlais un peu de moi, c'est que, en fait, mais tout dépend de ta volonté. Et c'est ce que le trail, moi, personnellement, m'a fait prendre conscience, en fait. Profondément. Mais c'est ça. Et si je peux me permettre de rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les médias, ben oui, tout dépend de notre volonté. Donc, tout ne dépend pas de ce que t'annonce le colporteur de mauvaises nouvelles qui
type erreur H24 voilà, dans les médias. Non, ça dépend de nous, quoi. Je veux dire, ça dépend de nous si on a envie de se faire un monde sympathique, si on a envie de créer des business intéressants, de faire des jobs qui nous plaisent. T'es bien passé pour le savoir toi aussi. Bah, ça dépend de nous, quoi. Ça dépend de nous. Mais dans un premier temps, il faut arriver, je pense, à s'extraire un peu de cette morosité qui colle quand même, et paraît-il, principalement à la France. Tout le monde dit qu'on est râleur, qu'on est pessimiste et tout. Faut arriver à se mettre dans sa bulle. Et pour ça, je pense que le trail t'aide à te mettre dans ta bulle. Moi, toutes mes idées intéressantes ou pas, mais toutes mes idées, moi, je les ai en courant. Je vois très bien. Je les ai tout le temps en courant, quoi. Tout le temps. Je vois très bien. Non, mais c'est absolument... Et en courant seul, fascinant. Au milieu des bois, enfin, voilà. Et puis, t'as pas cette sensation, Julien, que des fois, t'as des idées qui viennent comme si elles étaient évidentes, tu vois, comme si ça coulait de source quand tu cours, et tu te dis, mais en fait, l'idée, elle coule pas tant de source que ça, elle est ou géniale, ou originale, ou quoi que ce soit, mais t'as l'impression qu'elle est venue toute seule. Mais elle est venue toute seule, en fait, parce que tu t'es mis dans une... Comment dire, tu t'es mis dans un état d'esprit, en fait, où tu enlèves... en fait, tu passes dans un état de création, de créativité, en fait. T'es plus dans la survie, en fait. T'es dans le, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais en gros, oui, c'est ça. Tu passes dans un processus de création, donc t'es au-dessus comment te dire, tu t'affranchis Tu te libères des du carcans. quotidien, quoi, tu vois, tu veux dire de la gestion quotidienne, quoi. Tu sors de ça pour aller dans un état presque méditatif où t'es on va pas se mentir, t'es supérieur, mentalement, t'es supérieur. En tout cas, tu te places au-dessus de la mêlée. Je te parle c'est pas du tout condescendant par rapport aux autres, mais au-dessus de toi-même, en fait. T'enlèves les filtres, j'ai l'impression. T'enlèves les filtres. Ou les filtres ou les barrières, et moi, vraiment, c'est ça. Ce que tu viens de dire, c'est très juste, hein, ça me donne vraiment cette sensation de, d'être, ça va peut-être être rigolo de dire ça, mais être plus pur dans la réflexion. Tu vois, libéré de tout ce qui t'entoure et tu sais, une réflexion un peu brute, quoi. C'est ça que ça me donne comme sensation. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Ouais. Voilà, donc ça, on y prend goût. On y prend goût, forcément, et ça devient presque une drogue. Alors, moi, j'aime pas trop ce mot-là, mais ouais, ça devient nécessaire, après. Ça devient nécessaire. Moi, je sais pas si... justement... Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, tu t'en parlais un peu juste avant, mais moi, je dis souvent... Désolé, ça... Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Ouais. Je dis souvent que le trail a changé ma vie. Est-ce que toi, c'est le cas ? Ah oui, clairement, oui. Oui, clairement. Moi, aujourd'hui, j'évolue même professionnellement avec des gens. Enfin, tu vois, des gens comme... Je parle de toi, je parlais de Ludo tout à l'heure. Des mecs comme Hugo, c'est des gens que j'aurais jamais rencontrés dans mon ancienne vie, quoi. Et cette nouvelle vie, je la trouve quand même autrement plus intéressante, tu vois, celle d'avant, quoi. Donc oui, c'est une vraie évolution. Moi, ça a changé ma vie, clairement. Clairement, ouais. Et puis, c'est pas fini, quoi. Surtout, c'est pas fini, parce que moi, je pense que c'est que le début. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, ça fait pas longtemps. Hein, ça fait, j'en sais rien. J'ai dit 2016, ma première course. Ouais, ça fait 6 ans. Tu vois, ça fait 6 ans et 1 mois, ma première course. Donc, je compte bien en faire encore quelques-unes, tu vois. Donc oui, je pense que ça va encore changer ma vie. Est-ce que tu aurais un ou deux événements trail à retenir, hormis cette première course, qui t'a marqué, que tu souhaiterais mettre en avant ? J'ai adoré mon premier Maratrail, qui malheureusement est une course qui n'existe plus depuis cette année. C'est le Maratrail de la Vanoise. C'est une course fantastique, dans un coin fantastique, voilà, comme son nom l'indique, dans le parc de la Vanoise. C'est les mêmes organisateurs que le Tour des Glaciers de la Vanoise. Voilà, c'est à peu près dans le même endroit. C'est bon, pareil, c'est mon premier, j'avais jamais fait 40 bornes. Mais j'avais envie de les faire, et puis je savais que j'allais y arriver. Et j'y suis allé, ça s'est très bien passé. J'ai fait... voilà, j'ai jamais vraiment d'objectif de temps, moi, parce que c'est pas...
enfin, c'est pas une priorité pour moi. Après, j'en ai toujours un dans ma tête, si tu veux, mais et voilà, j'ai réussi à voilà, à faire ce que je voulais, même au niveau temps. Et voilà, et puis je dis beaucoup voilà. C'est un petit tic de langage. On a tous nos On en a tics, tous, t'inquiète pas. je me rends compte là, tu vois, pardon. T'inquiète pas, c'est normal. Non, je m'inquiète pas. Et puis la famille et les copains m'attendaient à l'arrivée pour faire un petit barbecue, machin. Donc ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment une belle expérience. Voilà, pour la petite histoire, j'avais 42 ans, je faisais mon premier 42 km. Ouais. C'était top. Ça, c'est vraiment un beau souvenir. Vraiment un beau souvenir. Puis les Templiers cette année, c'est un très beau souvenir aussi. C'est la première fois les Templiers cette année pour toi? Ouais, c'est mon premier 80, ouais. Je commence seulement à rallonger. J'ai fait 42. L'an dernier, j'ai voulu faire le TGV, le Tour des Glaciers Lavanoises. Ouais. Sauf qu'il y a eu petit souci météo et du coup, au lieu de faire 73, on a fait 53 km. Donc il y avait une petite frustration. Par contre, avec autant de dénivelé, peut-être même un peu plus. Donc ça a totalement changé de profil. Alors du coup, je l'ai fait quand même en off avec un cousin après le vrai tracé, histoire de dire l'avoir fait. Mais voilà, les Templiers cette année, ça reste pour toi. C'était top. Ouais. C'était un objectif que tu visais depuis combien de temps? Moi, tu m'aurais dit il y a même encore 3 ans, 4 ans, j'allais courir les Templiers. Peut-être je me serais mis à pleurer, tu vois. Je sais pas. Non, mais vraiment. Hein. Quand j'ai eu ce songe là, il y a une dizaine d'années, tu m'aurais dit que je ferais les Templiers, puis bien en plus. Enfin, tu vois, une bonne course, bien gérée, machin. Waouh. Ouais, c'est sûr, j'aurais été content, quoi. Mais je suis content. Je suis content. Non, j'ai adoré. J'ai adoré cette course. J'en rêvais depuis un moment. C'est quand même mythique. Même le coin, moi, je connais un petit peu. Je connaissais pas l'Aveyron, mais je connais un peu la Lozère et tout. C'est des coins que j'adore. Le Tarn, tout ça. Et donc oui, je rêvais d'aller sur ces chemins. Je rêvais de voir ce que ça donnerait aussi, voir comment j'allais gérer ça. D'aller goûter le Roquefort sur les ravitaux. Le Roquefort à la ferme du Cad, il n'y a rien de meilleur. Voilà. Et sauf que ferme du Cad, je me suis pas arrêté. Moi, j'étais taché. Je me suis pas arrêté. Même pas un petit morceau de Roquefort? Non, j'ai tracé. Julien. Mais c'est vrai qu'elle est belle, cette ferme. Oh là là. C'est la base, le Roquefort dans la ferme du Cad. Je sais, mais j'avais un objectif là aussi. J'ai bien fini en fait cette course et du coup, non, j'étais chaud bouillant au Tchad, moi. Il fallait pas que je m'arrête. Alors, tu disais tout à l'heure, là encore une fois, tu vois, ça rejoint un petit peu mon expérience. On va parler beaucoup de moi aujourd'hui parce que du coup, on se rejoint dans pas mal d'aspects. Quand tu disais tout à l'heure, j'aurais peut-être pleuré, moi, figure-toi que je vais être tout à fait transparent, mais une fois, peut-être 2 ou 3 ans avant d'avoir fait la première fois les Templiers, figure-toi que, j'étais parti en week-end amoureux avec Virginie, que je salue, et on avait un petit peu, arrosé la soirée, et c'était le tout début où je commençais à réfléchir aux Templiers. Et en fait, un soir, en ayant un petit peu arrosé la soirée, j'ai montré à Virginie la vidéo promotionnelle des Templiers, avec la fameuse musique au début du départ, le discours de Gilles, etc. Et figure-toi que ce soir-là, je me suis mis à pleurer comme un con, en disant à ma femme, un jour je ferai cette course. Donc tu vois, comme quoi. T'as pleuré par anticipation, hein, bravo. J'ai pleuré par anticipation avec une vidéo. Donc tu vois, là, quand on parle de sentimentalité, voilà, là on y est vraiment. Là, il y a franchement des courses comme ça te secoue, quoi. Ça te met des émotions qui sont fortes. Moi, je me souviens justement le premier maratrail, là, la dernière descente, là, quand je prends conscience que je vais atteindre mon objectif, qu'on est proche de l'arrivée, que j'aperçois au loin la famille, les copains et tout. Là, ça t'es quand même une bouffée de, je sais pas comment appeler ça, mais t'as une grosse émotion, quoi. Hein. Grosse émotion. Mais j'ai pas versé ma larme, mais l'émotion, elle vient d'où? Tu ressens quoi? Tu ressens de la satisfaction, de la fierté?
C'est Je quoi? pense que c'est un peu un mélange de tout ça. Hein. Je pense qu'il y a une vraie satisfaction. Bah oui, peut-être que même sans y penser directement, peut-être qu'inconsciemment, tu dis, mais attends, t'as vu comment t'étais il y a quelques années, rien ce que tu fais maintenant. Voilà, voilà, tu l'as rêvé au départ, tu l'as envisagé après, et tu l'as réalisé, quoi. Tu l'as réalisé. Donc oui, je pense que t'as quand même t'as de la fierté, oui, t'as de la fierté, puis t'as même je dirais enfin moi j'éprouve beaucoup de gratitude et pas envers moi-même déjà, Mhm. de m'être bougé pour l'avoir fait, et puis envers tout mon environnement, envers ma famille de me permettre de le faire, envers la météo qui est belle, enfin tu vois tout ça quoi. Moi sur les Templiers, j'ai passé une course magnifique parce que j'étais vraiment dans des bonnes dispositions psychologiques, je pense. Mhm. Et j'étais euh, j'ai été bienveillant tout le long en fait avec tout le monde. Sérieusement, je n'ai pas croisé une seule fois un bénévole sans lui dire merci, bravo. Enfin voilà, chaque fois que oui, Dieu sait qu'il y en a du public, hein, chaque fois qu'on disait bravo, moi je disais, enfin je remerciais le public, tu vois. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui était en galère, qu'un coureur était en galère sur le chemin, je me suis arrêté pour lui demander ça va, si tu vas boire, si tu vas manger. Chaque fois, j'ai jamais, voilà. Et je pense que d'avoir fait ça, ça m'a donné une énergie folle, en fait. Mhm. Et voilà, donc j'avais beaucoup de gratitude, en fait, pour tout ça, pour tous les gens. J'ai l'impression que j'étais un peu comme dans un rêve, ouais. Ouais, Ouais. c'était Tout à c'était fait top. d'accord, ça m'a fait à peu de choses près la même sensation cette année particulièrement. Parce que la Ouais. première édition, ça avait été un peu plus compliqué, mais cette année, moi aussi, ça a été vraiment la même sensation. D'ailleurs, quand tu parles de gratitude, c'est un truc qu'on pourrait assez positivement emprunter aux États-Unis, c'est Thanksgiving. C'est une fête très importante chez eux, c'est justement la fête de la reconnaissance. Hein. D'ailleurs, on l'a fait cette année en famille. On n'est pas futé, Euh, mais et en fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent tous les ans en famille. Bon, après, c'est des repas un peu typiques Noël ou jour de l'an, mais eux, c'est vraiment, ils se retrouvent pour rendre grâce à ce qu'il y a eu dans l'année. Voilà, qu'est-ce que, voilà, l'entourage de leur famille, de leurs proches, voilà. Et je trouve que c'est vachement intéressant de le verbaliser, de verbaliser cette gratitude. je pense que enfin moi, c'est devenu un peu une philosophie de vie. Hein. J'essaye, bon, j'y pense pas tout le temps, mais j'essaye tous les soirs d'écrire quelques mots de gratitude, en fait. Hein. Sur mon téléphone, hein, j'ai une Mhm. note gratitude et ça te permet, en fait, d'extraire du positif chaque jour. Même parfois, on a tous des journées de merde, hein, parce Mhm. faut appeler un chat un chat. Même si tu es en galère, voilà. Et ben, tu, moi, se forcer à faire cet exercice, tu vas quand même te forcer à trouver justement des choses positives. Et en fait, il y en a tout le temps. Mhm. Il y en a tout le temps. J'aimerais bien que BFM TV fasse pareil, moi, tu vois. C'est clair, Qu'ils fassent une émission de gratitude, tu vois. c'est clair, Moi, j'ai c'est arrêté de clair. parler d'eux, puis ça me casse. Ouais, mais après c'est leur rôle, c'est leur modèle de fonctionnement qui est particulier. Après, voilà, il fonctionne sur un peu les peurs et c'est ce qui fait, c'est ce qui, comme on disait au début, hein, ça fonctionne. Ah bah Il oui, joue oui, sur ça les fonctionne. peurs, il joue sur les mauvaises nouvelles, et voilà. Oui. Mais oui, la gratitude et le positivisme, moi, c'est quelque chose que j'essaie de conserver, de mettre en avant, parce que comme tu dis, le fait d'être positif aussi de manière générale dans ta vie, ça influe vachement sur ton état d'esprit, sur tout, en fait, autour de toi, Et sur les surtout, gens, et les surtout, gens que tu croises. oui, Mm. exactement. Donc c'est super important. Et moi là, ça a vraiment fonctionné sur les Templiers, mais il y a Mm. incroyable quoi. Enfin, j'ai décidé d'être positif et du coup, tout a été positif quoi. Et même presque facile, je dirais quoi. Et ça, c'était vraiment top quoi. T'as l'effet Courtney de Water, quoi. Ouais, c'est vrai qu'elle, pour le coup, je pense qu'elle est vraiment comme ça. Par contre, j'ai pas ses jambes. Hein. Voilà, à défaut d'avoir ses jambes, on a son état d'esprit, c'est bien, c'est bien, Ouais. c'est bien, c'est bien. Peut-être pas à ce point-là, mais ouais, non, c'est sûr qu'elle a un peu colère, vraiment positive. Ouais. Puisque je disais encore une fois qu'on avait pas mal de points communs, bon, moi c'est pareil, j'ai fait de ma passion ma vie professionnelle avec une Oui. reconversion, etc. Ben, toi c'est aussi le cas.
Est-ce que tu peux, Julien, nous expliquer un petit peu ce que tu as lancé? Oui. Pourquoi? Comment? Voilà, nous faire un petit tableau, nous dresser un petit peu le tableau de ta reconversion. Alors pourquoi, comment? Je pense que ça serait peut-être un peu long. Enfin, on l'a plus ou moins évoqué depuis tout à l'heure. C'est un cheminement. Hein. C'est un cheminement qui a, je dirais, à peu près une dizaine d'années. À peu près depuis les années 2010, moi, j'avais en tête de créer une société, voilà, de bosser, d'être indépendant. J'ai toujours été un peu indépendant dans l'âme. Mhm. Ouais, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres. Moi, j'aime bien me gérer un petit peu comme je l'entends. Et surtout, j'avais envie ça fait longtemps que j'ai envie de faire quelque chose justement de positif, quelque chose d'intéressant. Alors j'ai beaucoup cherché dans tout ce qui était, on va dire, environnement. En gros, j'avais envie d'avoir un impact positif sur le monde, sans prétention, je veux dire, à mon échelle, hein, mais voilà, en tout cas d'arrêter d'être négatif. Mmh. Notamment, le plus faire ce que je faisais des jobs qui me plaisaient pas et qui allaient souvent à l'encontre de ma philosophie de vie et de ma propre personne. Donc j'ai voulu sortir de ça. Ça m'a pris du temps. C'est pas facile de quitter son petit confort, son CDI, sa voiture de fonction, sa carte bleue d'entreprise. Enfin, tu vois, c'est quand même, c'est 35 heures. Enfin là, c'est tellement facile tout ça en fait. C'est facile donc d'un point de vue matériel. Par contre, c'est pas facile psychologiquement. Enfin, moi, j'étais pas heureux dans ce que je faisais. Et ça faisait longtemps, quoi. Ça faisait longtemps. Donc, j'ai souvent changé de job parce que, en fait, ça me plaisait pas. Mais au final, je retombais. En gros, c'était un peu de Carib dans Scylla, quoi. Hein, je quittais un job qui me plaisait pas pour aller en faire un autre qui me plairait pas plus, quoi. J'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et au bout d'un moment, donc j'ai rencontré ma compagne en 2014. Elle est un petit peu plus jeune quand même que moi. Du coup, on a eu un premier enfant en 2017, une fille. Donc ça a commencé à changer un peu l'état de enfin, comment te dire. J'avais encore moins envie de me laisser dicter ma conduite en fait, en ayant un premier enfant. Pourquoi? Je pourrais comprendre pourquoi l'arrivée d'un enfant, ça a accentué ça. Je pense que ça te fait mûrir encore. Et des fois, j'ai en tête une phrase de Madonna. Pourtant, je suis quand même un super fan de Madonna, mais je sais pas pourquoi j'ai cette phrase en tête. Dans une chanson, elle dit je crois qu'elle dit I've climbed the tree of life, and that is why I'm no longer scared if I fall. En gros, plus tu prends de l'âge, moins tu as peur en fait. De tomber. Hein. Moins tu as peur de tomber, moins tu as peur moins tu as envie de te soumettre, moins tu as envie de te forcer, je pense. Et parce que moi, je commence à me dire, en fait, j'en ai rien à foutre de perdre ce job, il m'intéresse pas de toute manière. Tu vois, au pire, j'en trouverai un autre qui m'intéresse pas. Tu vois, c'est pas très grave. Et moi, donc j'ai eu une première fille, et puis j'en ai eu une deuxième assez rapidement en 2019, début 2019. Et là, le lendemain de sa naissance, j'ai démissionné en fait. Et paradoxalement, si tu veux, c'est quand peut-être j'ai eu le plus besoin de confort, enfin de sécurité matérielle, parce que j'avais 2 enfants à charge, mais c'est là qu'en fait, j'ai tout plaqué. Je pense que c'est mes filles qui m'ont donné le courage de tout plaquer. Voilà. Peut-être que le fait d'être papa m'a fait pousser, n'est-ce pas? Voilà. T'as donné des ailes? M'a donné des ailes, voilà. Je ne pensais pas à ça, mais merci. Ouais, mais merci. C'est bien aussi de donner des ailes. C'est encore mieux. Enfin, il faut les deux, idéalement. Non, après, je me suis dit aussi, je me suis fait cette réflexion que, en fait, j'avais pas envie que mes filles, elles voient un papa soumis. J'avais pas envie qu'elles voient un papa frustré et renfrogné. Enfin, tu vois, qui rentre le soir de mauvais poil parce qu'il fait un job de merde, enfin, qui lui plaît pas. J'avais pas envie de montrer ça à mes filles. Donc, je me suis dit, je vais essayer de leur montrer qu'on peut faire, que dans la vie, il faut faire ce qu'on a envie de faire et qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Sérieusement, ça faisait 10 ans, à peu près 10 ans que je voulais faire ça et que j'en avais pas le courage. Et c'est mes filles qui m'ont donné le courage de le faire. Je pense que, j'en suis persuadé.
Donc, je plaque tout pour. J'ai plein d'idées en tête. Ça fait 10 ans que j'ai plein d'idées en tête, mais plein. Mais j'en ai trop, en fait. J'ai trop d'idées de business, mais au final, j'en concrétise pas une seule, quoi. Des fois, même, j'avais des idées qui, je pense, n'étaient pas mauvaises parce que que d'autres ont eu et qui ont réussi, tu vois, qui ont bien marché. Bon, voilà, je voulais toujours avoir l'idée. Je recherchais notamment dans le secteur agroalimentaire parce que j'ai toujours été bon vivant, moi. Ouais, même si j'aime bien courir, je fais quand même un peu attention et tout, mais j'ai toujours été bon mangeur, bon buveur, enfin là, bon vivant, quoi. Et j'aime bien la bonne chair. Et du coup, ça fait pas mal de temps que je cherche à créer une société, voilà, avec l'idée de bosser un peu notamment dans l'alimentaire. Mais avec une notion d'impact ou pas? Alors, si possible, avec une notion d'impact. J'ai beaucoup cherché du côté de. Pendant longtemps, j'ai voulu. Je cherchais des alternatives un peu à la viande. Je suis pas végétarien, mais par contre, ça fait longtemps que je suis conscient qu'il faut essayer de calmer la viande, quoi. Enfin, consommer un peu moins. Et voilà, je me souviens, je disais ça. Il y a 10-15 ans, j'en parlais. Les gens me regardaient de travers. Tu leur disais qu'il fallait arrêter de manger du bœuf, les gens ils prenaient pour un fou, quoi. Et ça a vraiment évolué parce que les mêmes gens qui te regardent de travers aujourd'hui, même aujourd'hui, même les bouchers, ils te disent qu'il faut manger moins de viande et tu vois, et mieux. Donc bon, voilà, donc j'ai cherché un petit peu là-dedans, mais bon, j'ai jamais concrétisé. Donc quand je me suis arrêté, quand j'ai démissionné en 2019, je me suis dit attends, je vais temporiser un petit peu parce que ça fait des années que je cherche et que je trouve pas. Donc là, je me suis pris quelques semaines, quelques mois un petit peu pour profiter de mes filles. Et puis, pour faire le point sur moi-même. Et c'est quand j'ai arrêté de chercher que la solution m'est venue, en fait. Que j'ai trouvé, en fait, ce que je voulais faire. Voilà. Et donc ? Et ben donc, je divague un peu. Non, c'est parfait. Je me suis posé la question, en fait, de qu'est-ce que j'ai envie de faire professionnellement, mais qu'est-ce que j'aime, moi, Julien, qu'est-ce que j'aime dans la vie. Et donc, les deux premières choses qui me sont venues à l'esprit, c'est courir en montagne, courir avec les chamois, voilà, ça j'aime ça, et puis boire des bières avec mes potes. Voilà. C'est les deux premières choses qui me sont venues. Je mets de côté mes filles et tout, c'est pas le sujet, c'est qu'est-ce que j'aime faire, pas qui j'aime. Donc c'est deux choses qui sont venues là, ça fait tilt en fait. On va faire de la bière pour les coureurs, on va faire de la bière pour les sportifs. Donc j'ai mûri un petit peu ça, je me suis fait aider un peu par une structure qui s'appelle Chambéry Grand Lac Économie, un petit peu. Et voilà, et j'ai mis le projet un peu au clair. Et j'ai décidé de créer Renard. Donc, la décision, ça s'est fait il y a 3 ans. En gros, c'était à l'automne 2019. Et ça s'est concrétisé une première fois. Donc, j'ai créé une micro au début mars. En gros, début mars 2020. J'ai fait un premier brassin de ma bière. Donc, en fait, j'ai créé la société Renard, qui consiste à créer la première vraie bière de récup. J'ai encore pas dit. Donc voilà, l'idée c'est de créer une bière en fait qui soit adaptée au sport. C'est une bière qu'on puisse boire tout le temps. Sans alcool. Avant, pendant, après le sport. Sans alcool. Eh ben oui, voilà. Alors de base, franchement, j'y avais même pas pensé, parce que pour moi, je sais même pas si j'avais bu dans ma vie une fois une bière sans alcool en fait. Mais une fois, au début, j'ai eu l'idée marketing, on va dire. On dit voilà, je vais marketer une bière pour les sportifs. Et après, je me suis dit mais non, faut pas juste marketer. En fait, il faut faire un vrai produit pour les sportifs. Qualité, voilà, que ça soit pas juste du market. Donc c'est là que je me suis dit oui, forcément, il faut la faire sans alcool. C'est un paradoxe un peu par rapport à ta vie d'avant. Ouais, mais ça me fait pas de mal. Non, mais tu as réfléchi à ça? Tu as mis les deux en opposition, ce fameux paradoxe entre ce que ta vie d'avant? Je ne peux pas mettre d'opposition. Non. C'est justement, en fait, ça, c'est des discussions qu'on a tout le temps hein, quand je suis sur mon stand. Quand je suis avec les gens. Si tu parles de bière sans alcool, c'est assez clivant, en fait. Ouais. Moi, j'essaye de leur expliquer que c'est pas. Moi, mon idée, c'est pas du tout de cliver. Au contraire, c'est de dire que moi, j'ai rien contre la bière alcoolisée. Bien au contraire. J'en ai bu et j'en bois assez pour vous en parler.
Non, l'idée, c'est de dire que c'est complémentaire. Moi, j'ai voulu créer un produit complémentaire. Moi, quand j'ai fini les Templiers, j'ai bu. Il y avait. Non, alors la Heineken Zero qui avait au ravito d'arrivée, ça c'est niette. Hein. D'ailleurs, il faudrait que j'en parle aux organisateurs. Hein. Il y aurait beaucoup mieux à faire. Monsieur Bertrand, c'est ça, non? Monsieur Bertrand. Tu le connais, je le connais. Message. Je le connais. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire pour l'an prochain. Non, tu bois une bière, 2 bières alcoolisées. Après, tu sais qu'il faut t'arrêter parce que quand tu as bu 80 bornes, après, tu vas pas être bien le lendemain. Enfin, tu vas pas forcément être bien sur le coup, puis le lendemain, surtout, tu vas avoir des courbatures de dingue, quoi. Donc voilà, moi, j'ai voulu créer une bière qui soit adaptée à ces moments-là, que tu puisses trinquer 2, 3, 4 bières quand tu es mort de soif à l'arrivée. Et puis, je me suis rapidement rendu compte que mes clients, ils la consommaient beaucoup en prépa, en fait, la bière. Hein. Quand notamment les 2-3 semaines précédant les courses, il faut quand même mieux s'abstenir de trop picoler. Là, on est bien content de pouvoir s'ouvrir des. Si vous êtes comme moi, vous êtes un peu accro à la bière, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas l'alcool qui est bon. Enfin, moi, je trouve que c'est pas l'alcool en fait qui est intéressant dans la bière. C'est le contexte. C'est le contexte, puis c'est le goût. Moi, j'adore le houblon. Enfin, moi, plus gustativement, pour moi, une bière, c'est magnifique. Puis je trouve qu'il n'y a rien qui désaltère mieux qu'une bière. Donc voilà. Donc l'idée, c'était de pouvoir créer une bière qui soit, si tu veux, que tu puisses boire et surtout qui est d'enlever le côté négatif pour le sport, j'entends, qu'il y a dans la bière classique, donc l'alcool. On a décidé de retirer le gluten, ça, c'était pas forcément prévu au départ, mais parce qu'on s'est rendu compte que notamment chez les sportifs un peu d'endurance longue, il y avait beaucoup de gens qui consommaient pas de gluten. Et puis au final, on a bien fait parce qu'il y en a plein, enfin, il n'y a pas que les sportifs qui consomment pas de gluten. Voilà. Et puis, on a pris le parti de rajouter des choses dans la bière pour faire en sorte que non seulement elle soit pas négative, mais qu'on essaye en plus de la rendre positive, c'est-à-dire d'y mettre des plantes, en gros d'y remettre des minéraux. Et ces minéraux, on les met via des plantes. Tu peux rentrer dans le détail si tu veux, Julien. Vas-y. Ouais, après, nous, on insiste bien là-dessus, c'est de marquer, dès que vous allez sur le site web renard.fr, je vous invite à aller faire un tour si vous ne savez pas quoi faire. On dit tout de suite, attention, notre bière, c'est pas un médicament, c'est même pas, on prétend même pas être une boisson de récupération. Bien sûr. On n'est pas une poudre, machin. De perlimpinpin, comme dirait l'autre. De perlimpinpin. Nous, ça reste une bière. Les renards, ce sont des bières, donc c'est avant tout des boissons de plaisir. Par contre, c'est du plaisir qu'on fait le plus sain possible. On va pas vous dire que c'est sain, on n'a même pas le droit de vous le dire en fait. Mais par contre, on peut vous dire que c'est quand même le plus sain possible. C'est très bas en calories, il n'y a pas de sucre, donc il y a très peu d'alcool. Alors, sans alcool, c'est légal. Hein. En France, légalement, c'est jusqu'à 1,2%. D'accord ? On peut appeler ça sans alcool. Nous, on essaye de faire en sorte que nos bières soient en dessous de 0,5. Voilà. Donc, il y a des petits résidus d'alcool, mais le moins possible. Comme je vous l'ai dit, on enlève le gluten. Et puis, donc, on brasse avec des plantes. Les plantes, on les prend le plus près possible de chez nous, si possible dans le massif des Bauges, qui est cher à Hugo, entre Chambéry et Annecy. Dans la mesure du possible, parce que ce sont des plantes, donc par définition, selon les saisons, il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut, quoi. Donc on va aller chercher des fois un petit peu plus loin. Et voilà, on a choisi des plantes qui soient intéressantes physiologiquement. Par exemple, l'ortie, par exemple la prêle. Je pense l'ortie, c'est très connu, voilà, c'est bourré de minéraux. La prêle, pareil, c'est un peu moins connu, mais c'est pareil. C'est intéressant, paraît-il, aussi au niveau articulaire. Encore une fois, la renard n'est pas là pour vous soigner vos articulations, mais on y met des plantes qui sont intéressantes. C'est des plantes que vous retrouvez dans les compléments alimentaires. Si vous allez chez la Vie Claire, c'est les mêmes plantes, quoi. Vous prenez un cacheton. Nous, on préfère boire des bières que prendre des cachetons. Voilà, on utilise des plantes comme la reine des prés, comme la fleur de sureau. Voilà. D'accord. Et au niveau du procédé de fabrication, raconte-nous un petit peu où est-ce que c'est fait, où est-ce que c'est brassé, comment c'est fait en France, Ouais, c'est fait en France. Ouais, c'est fait en France. Alors jusqu'à présent, on les fabriquait pas très loin de chez toi. On les fabriquait dans le Gard, chez des amis à la brasserie des Garrigues, qui sont devenus des amis. C'est une très très belle. Je vous invite à boire leur bière. Très très belle brasserie bio.
Voilà, et là, maintenant, on est en train de rapatrier la prod chez nous en Savoie. Et le premier brassin est prévu demain, après-demain. Bon, bref, mercredi. Magnifique. Ouais. Magnifique, Ouais. ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Donc, premier brassin savoyard. On est assez content. Ça fait un petit moment qu'on voulait faire ça. Bon, il y avait des étapes à passer pour ça. Les secrets de fabrication, je ne vais pas te les donner. Parce que tout simplement, parce que, on va pas se mentir, il y a beaucoup de brasseries qui essayent de faire du sans alcool, niveau artisanal, sans forcément de succès. Donc nous, on sait faire, on a les recettes, donc on va se les garder, quoi. Hein. Forcément. On va se les garder. Non, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est du bricolage. Faire du sans alcool au niveau artisanal, c'est vraiment c'est bricolé. C'est de l'artisanat, quoi. C'est du vrai artisanat. C'était beaucoup de R&D. Hein. C'était beaucoup de R&D, ouais. Et puis voilà. Puis maintenant, on y est arrivé. Et on essaye de toujours s'améliorer. Là, on va essayer de stabiliser un peu nos bières pour qu'elles tiennent un peu plus dans le temps. Voilà. Puis on a d'autres projets aussi de recettes. Pour revenir un petit peu sur le début de Renard, alors je tiens à souligner que, encore un autre point commun, tu aimes toi aussi les jeux de mots. Renard, RUNHARD, pour courir fort, et Renard comme le petit animal. Le petit animal féminin. Ouais, voilà. C'est ça. Donc on est porté sur les jeux de mots aussi, c'est bien. Quelle idée tu as de Renard au départ quand tu veux lancer donc j'imagine forcément, comme tu disais, axé sur le milieu sportif. Le milieu sportif d'endurance, tu as tout de suite ciblé cet environnement-là. Et est-ce que dans ces sports d'endurance, tu as ciblé un sport en particulier et si oui, est-ce que c'est le trail? Disons que naturellement, je suis allé vers le trail parce que c'est ce que j'aime. Donc, c'était une solution de facilité et une solution affective, on va dire. C'est un choix affectif. Pour lancer ça, en fait, je me suis rapproché je me suis rendu compte à tout début 2020 que c'était Baou, donc il y a une entreprise annécienne, donc c'est pas loin de Chambéry, qu'ils organisaient le salon, ils avaient appelé ça le Salon mondial du trail. Je me souviens, comme si c'était hier, c'était le 16 mars 2020 à Annecy. Et quand j'ai vu qu'ils organisaient ça et tout, je les ai contactés, j'aurais demandé si je pouvais éventuellement venir tester mon produit sur leur salon. Donc, ce que j'ai fait. Donc, on a fait. Donc, ils m'ont dit oui. Je les remercie encore, notamment Myriam, si tu m'écoutes. Merci beaucoup. C'est un peu toi qui nous a mis une pied à l'étrier, donc c'est sympa. Donc, on a fait un brassin rapidement, un petit brassin test, en fait. Monter un peu de com, c'est là que j'ai créé je me suis mis en micro-entreprise pour que ça aille plus vite, tu vois, pour que ça se fasse rapidement. Et donc, on a testé ça le 16 mars 2020. Je crois que c'était 5 jours ou 6 jours avant le confinement. Donc, à ce moment-là, on ne savait pas quand on allait se faire confiner. C'est vrai que l'idée, c'était notamment de vendre sur les événements, quoi. De faire beaucoup d'événementiels. Donc, forcément, le Covid a remis un peu les choses en question. Je ne sais pas si c'est un mal ou un bien, parce que ça nous a fait... on s'est rendu compte qu'il fallait aussi aller en commerce, aller vendre en commerce, quoi. Donc, de toute façon, depuis qu'on a commencé, on fait du slalom, hein, clairement. Faut être souple maintenant. Tu vois bien les conditions depuis 2 ans. Quand c'est pas le Covid, c'est le gaz. Quand c'est pas le gaz, c'est la guerre. Enfin bref. Voilà, faut être souple, faut savoir adapter ses stratégies. Moi, en tout cas, pour nous, on n'a pas de stratégie à long terme. Si tu as une stratégie à long terme, peut-être c'est parce qu'il a 1 milliard de trésor, tu vois. Mais voilà, c'est de l'adaptation, quoi. C'est de l'adaptation. Il faut être juste c'est ça. Il faut être hyper souple et réactif et voilà. Donc de base, on voulait faire l'événementiel. Donc après, on s'est dit, là, on n'a pas le droit de faire l'événementiel, donc on va faire du commerce. Dès qu'on pourra, on refera l'événementiel. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est remis à l'été 2020. Donc à l'été 2020. Suite au déconfinement, là, je crée vraiment la société Renard. Juillet 2020, on lance un vrai brassin et puis c'est parti, quoi. Tu dis on lance et vous étiez combien au départ avec Non. Tu étais tout seul. J'étais tout seul. Ouais, j'étais tout seul. Après, j'ai des alternants, en fait. Voilà. Et voilà. Et alors, donc, pour répondre, pardon avec mes voilà.
pour répondre à ta question sur le choix du sport, donc le trail, bah oui, c'était le choix du cœur, c'était juste logique. Après, on n'est pas du tout fermé au trail. On a commencé à s'élargir sur la route, sur le vélo. En gros, je pense qu'effectivement, Renard est assez adapté au sport d'endurance. Je me rends compte, moi, il me semble, hein, je ne veux pas faire des clichés, mais que les sportifs d'endurance sont quand même font un peu plus gaffe à ce qu'ils consomment, à l'alimentaire, peut-être que d'autres sports. Quoi. Bien sûr. Ça, c'est clair. Co, quoi. Ah oui. Voilà. Donc, je pense qu'on est plutôt dans la bonne cible. Après, clairement, aujourd'hui, on aimerait vraiment se développer beaucoup plus sur le vélo. On aimerait vraiment se développer sur le triathlon parce qu'on pense que nos produits sont parfaitement adaptés aux triathlètes. Et on sait que les triathlètes, ils prennent vraiment soin d'eux. D'ailleurs, j'en profite pour passer un appel. Hein, si vous êtes triathlète émérite et que vous voulez devenir égérie de Renard, à condition que vous aimiez la bière et que vous aimiez nos bières, hein, parce qu'il faut pas, on veut pas des gens qui mitonnent. Hein, nous, on veut des gens sincères. On veut des vrais comme toi. Comme Hugo, par exemple, Ouais. Hugo qui nous aide beaucoup, Hugo Ferrari, qui est devenu un ami, hein, qui nous aide beaucoup, en termes de com, en termes de développement commercial, compagnie. Hugo, il le fait avec le cœur. Hein, on ne lui a jamais donné un centime à Hugo. Hein. Il le fait parce qu'il aime bien nos produits. Et du coup, il nous aime bien aussi, je pense. Et du coup, il vous le rend bien. C'est sincère, c'est juste la sincérité et de l'amitié. Donc oui, on aimerait bien se développer sur d'autres sports et notamment le triathlon vélo. D'accord. Donc des actes de développement un peu toujours dans le milieu de l'endurance, on l'a bien compris. C'est cœur de cible. Après, on en vend aussi. Tu vois, quand on vend dans les commerces, il n'y a pas que des sportifs qui achètent nos bières, hein, a priori. Hein. Des gens qui voient des bières sans alcool, ils sont contents. Et en plus, c'est sans gluten. Ouais, ça les intéresse, quoi. Voilà. Donc événementiel, donc sur des courses, tu vends aussi un peu à distance, il me semble-t-il. Un petit peu, ouais. Un petit peu. C'est pas facile. Hein. Ouais, ça c'est pas évident. C'est les frais de livraison, j'imagine, qui sont compliqués. Les frais de livraison, c'est la casse. Voilà, encore aujourd'hui, j'ai encore des colis cassés, disparus. C'est un peu pénible, honnêtement. Ouais. On le fait pour vraiment plus pour rendre service à nos clients bretons, lillois, parisiens, etc., qui n'ont pas de commerce qui distribue autour d'eux, quoi. C'est pour ça qu'on le fait. On cherche pas à développer, on communique pas dessus parce que déjà parce que c'est pas très écolo. Ouais, c'est clair. C'est pas écolo, ça casse, c'est cher. Voilà, c'est pas. Ouais, c'est plus dans un souci de rendre service. Vous distribuez où, sinon dans les magasins un peu à travers la France? On va peut-être s'étendre un petit peu en GMS prochainement. Caviste, on a quelques bars à bière, quelques magasins de sport. Voilà. Très bien. On est en train de discuter avec des distributeurs justement pour grandir, pour franchir une étape justement, parce que maintenant on va. Comme on rapatrie la prod en Savoie, on fait aussi x3 sur les tailles des brassins. On a besoin on franchit une étape et. Puis vous avez plus de flexibilité aussi, le fait que ce soit plus proche. Oui, certainement. Après, c'est toujours la difficulté, c'est toujours la distribution. C'est pas facile. C'est facile de distribuer en gros, mais c'est pas facile de distribuer en petit, quoi. En gros, c'est facile d'envoyer une palette. Tu trouves une rentabilité quand tu envoies une palette. Admettons, je sais pas, toi, t'es à Aix. À Aix, demain, tu me trouves une franchise qui a 7 magasins sur Aix-en-Provence. On envoie une palette, dispatch, tout va bien, quoi. Si par contre, il y a un magasin d'Aix-en-Provence qui veut mes bières, ce qui est souvent le cas, on a plein de demandes. Là, on a beaucoup plus de mal. On ne peut pas leur envoyer une palette parce que ça fait trop. Et si on envoie par carton, on a les mêmes problèmes que sur les exactement, sur le e-commerce. Donc des cartons, la fragilité, des cartons qui coûtent très cher. C'est pareil, là on prend des augmentations tarifaires. Faut voir, quoi. C'est juste dément. Hein. Sur les cartons, sur les. C'est comme tout le monde. Mais voilà. Le verre aussi, j'imagine. Le verre, on a pris plus de 60% depuis le début de l'année, quoi. 60%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste. Donc là, du coup, on essaye de positiver, de rebondir positivement. Du coup, on va se mettre à faire de la consigne. Voilà. Tu vois, comme quoi, quand il y a du négatif, on peut toujours essayer d'en faire un petit peu du positif.
Donc, on va enfin franchir cette étape de la consigne là, à partir de maintenant. Alors, c'est possible que sur les bouteilles 61 centilitres pour l'instant. C'est pas possible sur les 33 centilitres qui sont trop fragiles, a priori, pour être consignés. Pour être consignés. Voilà, mais ça pourrait être petit à petit. D'accord. Tu as parlé de la distribution. Est-ce que tu as un autre point à souligner dans la difficulté liée à ton activité aujourd'hui, mis à part la distribution, il y a un autre point qui te semble quand même compliqué à gérer aujourd'hui pour Renard? Je vais pas revenir sur les médias qui cassent le moral de tout le monde. non, mais il y a un gros problème de consommation, on va pas se mentir. Hein. Les circuits bio, ils sont en grosse galère depuis quelques mois, mais vraiment grosse galère. Hein. J'ai pas tous les chiffres en tête, mais c'est voilà. Nous, on diffuse notamment notre bière est bio, donc on diffuse notamment les circuits bio jusqu'à présent. Ils sont en grosse difficulté. Là, on commence à voir pas mal de magasins qui ferment. Voilà, les gens sont qui vont. Ils retournent probablement plus chez Lidl et Leclerc que chez Biocoop. Donc voilà, il y a ce souci-là de consommation hein, qui n'est pas pour Renard, hein, enfin, qui est général, monde, qui est généralisé. Qui est généralisé. Il y a pas de visibilité. Il n'y a pas de visibilité. Tu as de la visibilité ni sur les ventes en fait que tu vas faire en commerce, ni sur les appros. Les appros sont compliqués. Sur le verre, moi, mon brasseur actuel, là, il vient de commander 3 Smirnoff au mois d'octobre. Il a commandé 3 Smirnoff de bouteilles, donc des stocks énormes, donc énormément de trésorerie à sortir. Tout ça parce qu'il savait qu'au 1er novembre, ça reprenait encore plus 15 ou 16%, je crois. Donc, là, de la trésor à trouver. Non, honnêtement, les temps sont pas simples. Alors, je parle pas pour nous, hein, je parle vraiment au niveau de business général, quoi. Maintenant, nous, on reste positif. On vient de... Alors, c'est pas lié directement à la bière de Récup, mais on vient de reprendre une marque aussi. Ouais. Ex, c'est pas de la bière de Récup, c'est de la Récup de bière. La Récup. En clair. La boucle est bouclée comme ça. Exactement. On vient de reprendre une marque chambérienne qui s'appelle Biscuit. Donc, bière comme la bière, Biscuit. Et donc, on fabrique des biscuits à base de drèche. D'accord. Des biscuits apéro à base de drèche. La drèche étant la céréale issue qu'on récupère après le brassage de la bière. Donc, d'accord. On la revalorise en faisant du biscuit apéro. Voilà. Cool. Et ça, on fabrique ça avec nos petites mains à Chambéry. D'accord. Donc, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, ça nous occupe. Ça nous occupe bien. Tu peux répéter le nom? Biscuit. Berscuit. Okay. Biscuit. Voilà. Je mettrai ça dans le lien descriptif de l'épisode. Le site web, il est en reconstruction. Mais voilà, donc on a repris ça récemment. Donc, ça fait un complément d'activité qui est sympa. Puis oui, c'est dans la même veine. C'est gourmand aussi, comme on aime, tu vois. Alors c'est moins ciblé, si tu veux. C'est moins ciblé sport. Sportif, ouais. Sportif d'endurance, sport. Voilà, sur les bières Renard, on communique sur le fait qu'elles sont très faibles en calories. Bon, c'est pas le cas de mes biscuits. Voilà. Par contre, c'est très bien en récup aussi parce que c'est plein de glucides. C'est clair. Les glucides, il en faut pour récupérer. Exactement. A contrario, est-ce que tu pourrais nous donner l'élément qui te satisfait le plus depuis que tu as créé Renard? Et s'il y avait une chose à sélectionner? Ouais, la bienveillance des gens. Moi, je suis quand même très souvent sur des événements sportifs, notamment les week-ends, et tous ces gens qui viennent me voir ou nous voir quand on est plusieurs sur le stand, et qui nous disent bravo, qui nous disent merci, qui disent vos bières sont trop bonnes, qui vous disent c'est une super idée, c'est un super concept. Un jour, il y en a un, il est venu sur le stand et je crois que c'était même mon premier événement. Une des premières personnes qui vient sur le stand dit wow, mais c'est l'idée du siècle, ça. Bon, voilà, ça c'est des. C'est des sacrés compliments. Ça fait du bien, quoi. C'est sûr que ça te donne de la force, quoi. Hein. Parce qu'après, on prend des. Tu le sais, toi aussi, en tant qu'entrepreneur, tu prends des claques aussi tous les jours. Hein. Tu prends des coups derrière la tête tout le temps. Hein. T'es sur. Comment on appelle ça corde raide. Non, enfin, c'est les montagnes russes, quoi. Les montagnes russes. C'est les montagnes russes, l'entrepreneuriat. Hein. Tu vois, dans la même journée, t'as
t'as un journaliste qui t'appelle le matin pour dire j'ai découvert vos produits, c'est super intéressant, est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut faire un article, et puis voilà, et puis l'heure d'après, t'apprends que tu n'arrives plus à te fournir de tel ou tel ingrédient, ou voilà, ou bon, bref. Non, c'est sûr que c'est la vie d'entrepreneur. Ouais, la vie d'entrepreneur est pas toujours rose. Hein. C'est elle est pas toujours rose. L'art d'être une anguille et de savoir se faufiler un peu partout. C'est exactement ça. Par contre, oui, ça te donne de l'énergie, de la force. Voilà, les satisfactions, c'est ça. Les satisfactions, c'est les gens. Moi, j'adore. Les retours des gens. Les retours des gens, et puis même l'échange aussi. Pas que pour parler, pas que quand les gens nous parlent de Renard, mais juste le fait d'être sur une course et de discuter avec les coureurs. Moi, j'adore discuter avec les coureurs. Alors, comment ça s'est passé ta course, raconte-moi, machin, tout, et j'apprends plein de choses. Et je prends de l'expérience aussi en termes sportifs, en fait. Quoi. Bien sûr. En apprenant, j'ai rencontré plein de beaux mondes. Enfin, je te dis, tout ce beau monde que je rencontre, je sais pas, moi, sur le marathon du Mont Blanc ou ailleurs, j'ai rencontré plein de gens que je n'aurais jamais pu imaginer que j'allais rencontrer, et voire même devenir ami avec. Non, il y a plein de belles satisfactions, plein de belles satisfactions. Ouais. Bravo Julien. En tout cas, merci. C'est la première fois que je fais un épisode où j'ai l'impression que l'interview, c'est l'interviewé, c'est moi. Tellement le nombre de points communs sont immenses. C'est presque troublant. Quand tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de ce qui t'avait poussé à lancer Renard, c'était de voir dans les yeux de ta fille ou de tes filles le fait que tu pouvais faire les choses. Mais moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que à un moment donné, ma plus grande fierté, c'est de montrer à Jade que voilà, comme on disait tout à l'heure au début, tu décides de ce que tu as envie de faire. C'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Il y a des moments où c'est très compliqué, mais si vraiment tu as au fond de toi cette envie et ce feeling, cette sensation que tu es capable de faire quelque chose et que ça va aller quelque part, il faut y aller, quoi. Oui, exactement. Et moi, si tu veux, c'est pas un reproche que je fais à mes parents, mais moi, ils m'ont pas appris ça, en fait. Et ouais, alors tu vois, par exemple, j'ai fait la même école il y a un ami qui a fait la même formation que moi, le même cursus que moi, sauf que lui, ses parents étaient entrepreneurs. Mais lui, quand il est sorti d'école, il a fait quoi? Il a créé sa boîte. Direct, il avait 22 ans, il a créé sa boîte. Moi, j'étais à milieu de créer une boîte à 22, 25 ans. Enfin, c'était je n'aurais même pas imaginé, en fait, quoi. Après, créer une boîte, c'est pas forcément fait pour tout le monde non plus. Hein. C'est pas ce qu'on dit. Je dis pas ça. Je dis pas ça. Mais pourtant, moi, j'ai vraiment les caractéristiques je te dis, le côté un petit peu. J'ai toujours été un petit peu indépendant. Indépendant, c'est pas la prétention, je veux dire, mais même quand j'étais petit, tu vois, j'étais toujours un petit peu force de proposition, tu vois, voilà. Donc clairement, c'est un profil un peu d'entrepreneur. Ouais. Et voilà. Mais malgré ça, j'y suis pas allé spontanément, tu vois, parce que ça me paraissait une nécessité, tu vois. Voilà. Donc moi, l'idée, c'était vraiment de pas reproduire ça avec mes filles, ouais. Pour montrer que, en fait, que le jeu est ouvert, en fait. Vas-y, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Après, c'est sûr que j'aimerais bien. Je vais essayer de pas les influencer, mais c'est facile à dire. Je dis ça, mais j'aimerais bien qu'il y en ait une des deux qui ait l'UTMB. Ça, c'est sujet tabou, là. Sujet tabou. Non, là. Je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui vont se reconnaître. Bah oui. Je pense notamment. Je vais pas donner son nom. C'est pas bien. C'est pas bien. Donne pas. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Il est passé dans le podcast il y a pas longtemps. Ok. Je vous laisserai. Ça va foutre le bordel dans beaucoup de familles si je dis le nom. Donc c'est pas. Non, c'est. Non. Mais oui, tout à fait. Sujet tabou. D'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'un prochain épisode. Toi aussi, tu veux que ton enfant devienne le futur Kylian Jornet ou la future Courtney Water. Ouais, ça peut. Sujet intéressant. Non, en tout cas, c'est cool. J'aimerais, avant qu'on termine l'épisode, qu'on parle un petit peu de la communauté trail running en particulier. Tu en as parlé juste avant, des échanges que tu peux avoir avec la communauté, on va dire, des régulars, hein, des coureurs de milieu de peloton, donc très ouverts dans la discussion, etc. Par contre, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue général sur l'évolution de la communauté du trail depuis que tu la connais en 2014-2015, là tu me disais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est 2016, c'est 2016. Ça. Moi, j'ai pas une grosse expérience, donc c'est un peu
compliqué de parler d'évolution pour moi. Je pense que j'ai pas assez de recul. Après, je peux te dire mes ressentis. Mes ressentis sont carrément positifs. Moi, je peux pas. Voilà, je suis pas en mesure de dire comment c'était il y a 20 ans. Tu vois. Mais voilà, de ce que je vois moi aujourd'hui sur les courses, c'est quand même assez largement positif. Il me semble qu'il y a quand même de l'entraide. Après, il n'y en a pas tout le temps, hein. On ne va pas se mentir. Moi, par exemple, une petite anecdote, mais je crois que c'est en 2017, ça doit être peut-être ma 3e ou 4e course. À l'époque, je ne connaissais rien du tout à la glycémie, tout ça. Et je commençais à faiblir un peu sur un ravito, j'ai bu un Coca. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Donc, je ne savais pas, j'ai continué à courir et tout. Et grande descente à même pas 2 bornes de l'arrivée, donc on entendait, le micro et tout. Et là, j'ai mon lacet qui se défait. Hop, je m'accroupis pour refaire le lacet. Et là, impossible de me relever. Impossible, une hypo de dingue. Et là, j'ai fait la manche comme un clochard, tu vois. J'avais plus rien à manger, plus rien à boire. J'ai fait la manche au bord du chemin pour essayer de quémander un petit truc à grignoter, à boire. Et franchement, quasiment personne ne s'arrêtait. Donc là, j'ai envie de te dire que l'esprit trail, voilà. Tu l'as pas vu. J'ai pas vraiment vu. Alors après, à la décharge de mes collègues, des coureurs, on était en fin de course, donc je pense que tout le monde a les poches vides. Ouais. Et en plus, c'était en descente, il restait une borne, les gens ils avaient juste envie d'aller franchir la ligne, tu vois. Et j'ai attendu, franchement, plusieurs minutes avant qu'une bonne âme s'arrête et me file à bouffer, quoi. Voilà. C'est une petite digression, ça peut dire qu'il n'y a pas que du bon. C'est sûr. Il y a quand même, globalement, je trouve ça plutôt sympa. Récemment, j'ai fait une course périurbaine, donc c'est peut-être un peu moins trail que d'habitude. C'est la première fois que je vois des saletés balancées après un ravito. Ah oui. Je sais pas, c'est des choses que j'ai jamais vues dans les courses. Trail nature. Est-ce que c'est parce que c'était trop urbain? Je soulève une question, peut-être que tu pourrais faire un podcast là-dessus, je sais pas. On vient justement de sortir il y a 3 jours l'épisode sur que j'ai appelé trail, virgule, vous avez dit trail, où on parle de l'utilisation du mot trail. Tu l'as pas écouté, Julien, c'est pas bien. Non, voilà, globalement, je pense que c'est quand même plutôt un sport cool, avec des gens plutôt cool. Après, et l'évolution des circuits privés, de l'aspect business du phénomène, ça t'inspire quoi? Moi, l'aspect business, je vais pas le critiquer, hein, Nico. Moi, j'essaye de faire du business notamment sur les événements trail, donc je serais assez mal placé pour critiquer ça. Pour être franc, je suis ça de loin, honnêtement. Voilà, évidemment, j'y vais à l'UTMB pour regarder, parce que je trouve ça sympa et tout. Après, je suis pas, voilà, je me garderais bien de juger quel circuit est le plus intéressant. Enfin, il y a des choses qui m'intéressent moins que d'autres, pour être franc. Oui, voilà, je trouve l'UTMB sympa. Voilà, la Diag, ça me fait rêver, tu vois. Après, les circuits mondiaux, comme ça, je t'avoue que ça m'intéresse un petit peu moins. Pas trop d'opinion là-dessus. Et t'as de la distance par rapport à ça, quoi. Ouais, j'ai un petit peu de distance, ouais. Je t'avoue que pour être franc, j'avais fait un peu quelques événements, notamment en 2021, un peu plus grand, type marathon de Paris, tout ça. J'ai pas forcément pris mon pied. Même sur la Saint-Élion, je n'ai pas spécialement pris mon pied. Je parle du stand, hein, je ne parle pas de la course en elle-même. Des fois, je me rends compte que je prends peut-être plus de plaisir sur des courses plus modestes. Ça correspond peut-être plus à ce côté aussi. Quelqu'un de plus terroir, je sais pas. Terroir ou proche des gens, quoi. Plutôt que des gros événements massifs, peut-être te correspondent moins. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Où tu vois Renard dans 10 ans? Alors, tout en sachant que non, c'est pas la bonne question qu'il fallait poser, mais voilà, imaginons. Dans 10 ans, j'espère que ça tournera bien et que ça tournera tout seul et que j'aurai plus de temps pour aller courir. Surtout que je vais commencer à être vieux dans 10 ans, donc je ferai des sorties longues, tranquilles, tu vois. Toi, tu me feras du temps. J'aimerais que ça commence à quand même bien s'installer dans le paysage, je pense, du trail. Voilà, j'aimerais que ça s'installe aussi, je t'ai dit, dans d'autres sports.
On n'a pas envie de concurrencer Heineken, on s'en fout. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, puis ça nous intéresse même pas, franchement. C'est pas la même cible. Non, par contre, continuer à faire des bons produits, voilà, continuer à avoir un vrai rapport, un vrai attachement au local, à notre région, qui est quand même les Alpes, c'est quand même notre, voilà, c'est là qu'il y a notre cœur, et c'est là qu'il y a, je pense aussi, le cœur de notre business. Après, je suis OK pour les vendre des bières à Paris, avec grand plaisir. C'est ce que je veux dire, c'est que, voilà, rester près de nos valeurs. Donc, nos valeurs, l'idée, c'est pas d'inonder le marché avec des produits de basse qualité. Non, on préfère rester un peu plus modeste, mais avec des produits qualitatifs. Voilà. Après, évidemment, on espère bien vivre de ça, hein, c'est sûr. C'est sûr. Mais honnêtement, celui qui te dit comment il voit son entreprise à 10 ans, wow. Pour moi, soit il est perché, soit il est sur une niche. Surtout aujourd'hui, quand tu vois que chaque jour, presque tout est remis en question, quasiment. Et oui, tu n'as aucune visibilité, franchement. Même à 2 ans, je ne suis pas capable de te le dire. Après, je sais où on aimerait aller. Moi, je préfère bâtir doucement, tu vois, comme ça se fait depuis 2 ans. Continuer à grimper comme ça, avec des gens fidèles. Faire en sorte de toujours satisfaire nos clients et voilà, garder un vrai relationnel. Faut que ça reste une entreprise les pieds sur terre, quoi. Est-ce que vous avez, toi ou ceux avec qui tu bosses, ont mis en place une espèce d'ADN de départ? Tu sais, moi je pense souvent mon exemple par rapport au podcast. J'ai fait le premier épisode, c'est ce que j'appelle un peu ma confession de foi, on va dire, pour emprunter un terme un peu religieux, où je parle de ce que je veux mettre en place et de ce que je veux faire avec ce projet. Et souvent, j'essaie de me le réécouter pour voir si je m'en éloigne pas trop. Est-ce que tu as fait quelque chose de ce type, toi? Non, j'ai pas fait quelque chose de ce type. Après, j'ai toujours une discussion franche avec les gens que je recrute. Et voilà, ils connaissent la trame un peu ils savent qui je suis, ils voient un petit peu la personnalité de l'animal et ils comprennent. Je pense ils comprennent. Mais il y a rien d'écrit, il y a rien de figé. Et ceci dit, j'essaye justement de plus en plus de laisser de la place à leurs idées aussi, tu vois, à leur point de vue, à essayer d'ouvrir. En général, ils ont 20 ou 25 ans de moins, donc c'est bien aussi de prendre des idées un petit peu, tu vois, qui viennent de gens plus jeunes. Et voilà, j'essaye de justement pas trop rester figé. Après, l'ADN, mine de rien, elle colle quand même un petit peu à ma personne, puisque c'est moi qui ai créé ça. Et ma personne, elle va pas évoluer des masses, à mon avis. Donc oui, il y a une ADN. Je te dis, c'est toujours ça, c'est toujours de faire d'être transparent, d'être gourmand et sincère, ouais, c'est ça. C'est vraiment très très juste, très bien. En tout cas, moi, je te souhaite tout le meilleur. Je reprécise qu'il n'y a absolument pas de lien commercial entre nous et c'est vraiment en toute amitié que tu passes dans le podcast. Et c'est vraiment un grand bonheur de te voir évoluer dans cette aventure-là. Et je précise quand même si tu m'as pas payé pour le dire, mais que tes bières sont excellentes et que je me régale à chaque fois que je les bois. Donc n'hésitez pas. Je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Est-ce que tu peux... Vas-y, je t'en prie. Ouais, non, moi, je te remercie de m'avoir reçu. Franchement, c'est quand même moi, je trouve ça presque décalé d'être interviewé dans Let's Trail. Mais à côté des grands noms qui interviewent chaque semaine. C'est très gratifiant, pour le coup. En tout cas, moi, voilà, je voulais vraiment te mettre en avant parce que ça fait longtemps qu'on se côtoie et qu'on échange et c'était vraiment important pour moi que tu passes dans le podcast. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant de terminer? Ça, je voulais te le dire. Voilà, j'étais content. Ça c'est fait. Vous dire quoi? Vous dire que, allez, on garde la pêche, quoi. Franchement, on en a parlé suffisamment. Allez, positivement. Il faut positiver. Faut pas positiver bêtement, mais juste se dire que ça dépend quand même ce qui se passe dépend quand même largement de nous, quoi. Largement de notre propre personne. Donc sortez votre calepin et notez c'est ça ton conseil, notez deux idées positives à ressortir chaque jour. C'est ça. Essayer de noter du positif. Moi je sais que si on fait ça le soir en se couchant, le lendemain matin, on a quand même plus de chances de se réveiller positivement. Et moi, ma deuxième, comment te dire, j'arrive plus à trouver mes mots. On a trop parlé, Nico. Prends ton temps.
ma méthode pour être aussi pour être de bon poil, c'est d'aller courir le matin. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Voilà. Moi, c'est ma petite course en forêt tôt le matin, parce que c'est un peu le seul moment que j'ai. Hein. En gros, il faut être rentré à 7h20 pour s'occuper des enfants. Mm-hmm. Donc, il y a le créneau d'avant. Alors, en ce moment, il fait nuit, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est bien de courir la même nuit. de nuit, c'est clair. Il fait nuit, il fait froid, mais c'est cool. Il y a pas grand monde pour vous embêter. C'est ça. Déjà, nous, dans nos coins, quoi. Voilà, c'est la petite bouffée. La petite bouffée d'oxygène du matin, et après, on passe toujours des bonnes journées. Toujours. C'est clair. Toujours. Julien, est-ce que tu aurais un invité ou une invitée à me conseiller qui viendrait là? Pas forcément une athlète élite, hein. Tu as bien compris? Alors, Hugo, t'as déjà fait, je pense. Hein. Ah oui, 2 fois, 3 fois même. Ouais, 2 fois. T'as fait son bain, j'ai vu récemment. Ouais. Tu me prends de court, j'ai pas préparé ça. Ouais, je pense à quelqu'un, je sais pas si ça peut t'intéresser, mais je pense à Jonathan Gaillot, qui est un Savoyard, qui a créé je sais pas, il l'a pas créé seul, mais qui a créé un petit groupe qui s'appelle les Trailers Savoyards, et lui, John, il gagne quelques petites courses locales, il a un gros niveau, et il a créé le trail du Mont Grêle, qui est un petit trail sympathique, et là, je sais qu'il est en train d'essayer de reprendre un trail aussi bien sympa en Chartreuse, qui s'appelle les Trois Couvents. C'est une personnalité que je trouve très intéressante, c'est quelqu'un de très positif, il fait du triathlon aussi, il fait du cross aussi, il est prof de PS, c'est un mec que j'aime bien. John comment? Gaillot. G-A-Y-O-T. Non, je crois que c'est G-A-I-L-H-O-T. G-A-I-L-H-O-T. Parfait. Oui. C'est noté. Et on fait les questions rapides. Je te préviens juste que c'est possible qu'il y ait la cavalerie qui arrive dans 2 minutes. Pas de souci. 2 petites furies. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Ton plat favori après la course? La pasta. La pasta. Boisson favorite après la course? À ton avis. La renarde. De la bière, évidemment. Mais pas n'importe laquelle. Ouais, non, ouais. Après, je pense qu'il y a. Hein. Mais c'est sûr, si elle a la renarde, c'est bien. T'es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? Bar. Fait maison ou industriel? J'aime pas du tout le terme d'industriel, mais on va dire artisanal. Artisanal. Grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Ouais, j'aime bien le vent, moi. T'es plutôt racine ou verglas? Racine. Tu préfères courir de nuit ou de jour? De jour. Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou bruit de la nature? Non, la nature. Tu préfères courir seul ou accompagné? Seul. Tu préfères faire une bonne performance sur un trail ou une bonne soirée avec des potes et de la renarde? Non, clairement, je vais faire une perf sur un trail, ouais. Bon. C'est quand même moins fréquent, tu vois. Je saurais. La rareté faisant la valeur. Ok. Bon, Julien, merci beaucoup pour ce temps, et c'était vraiment passionnant. On a été un peu loin, hein. On a cherché pas mal de choses, ouais. On est allé creuser profond là. En tout cas, c'était. J'espère que j'en ai pas trop dit quand même. Non. C'était, franchement, c'était juste parfait, et je me suis régalé. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. À très vite. Plaisir. Allez, salut, bye. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Julien Rochat, que je remercie une nouvelle fois pour le temps qu'il nous a accordé dans cet épisode et pour le partage de son expérience et de toute sa transparence. Et on lui souhaite bon vent dans cette nouvelle localisation de production. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur LinkedIn, Strava, Facebook, Instagram à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez aider le podcast, à mettre un petit commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Ça aide le LTP à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut